Saviez-vous les amis qu'en gardant votre argent sur votre compte en banque, vous perdez de l'argent? Pour moi, être riche, c'était avoir énormément d'argent sur mon compte en banque et voir les zéros comme ça avant la virgule s'accumuler. Et puis un jour, j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment riches, millionnaires, multimillionnaires, et des gens qui avaient réussi justement à gagner cette liberté financière que je cherchais tant. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais tout faux. Le secret était simple, avoir des actifs qui allaient générer beaucoup plus d'argent que ce que je dépensais moi-même. Alors ouais, durant toutes ces années de business sur Internet, j'ai réussi à gagner beaucoup d'argent. Mais j'ai aussi fait n'importe quoi. Et j'ai dépensé beaucoup d'argent, j'ai répondu à toutes les frustrations de gosse qui est né dans un milieu dans lequel il n'y avait pas beaucoup d'argent qu'on peut imaginer, beaucoup de voyages, beaucoup d'alcool, beaucoup de soirées, beaucoup de fêtes en général. Et j'ai finalement pas créé de patrimoine, je me suis finalement pas enrichi. Et tu fais ce constat dégueulasse en regardant le rétroviseur que tu as gagné énormément d'argent, mais que tu as dépensé quasiment l'intégralité de ce que tu as gagné et tu t'es pas vraiment enrichi. Et quand il y a un problème niveau business, que le business tourne un petit peu moins bien ou qu'il y a un espèce de creux, tu commences à être totalement en panique et tu te dis que finalement tu as fait tout ça pour rien et que tu n'as pas vraiment évolué dans ta vie et dans tes finances. Et c'est à ce moment-là qu'un vrai problème se pointe, c'est comment gagner vraiment de l'argent, c'est-à-dire tu gagnes de l'argent avec ton business, comment est-ce que tu arrives à l'utiliser correctement sans tomber dans toutes les méthodes de merde que j'ai pu essayer, les robots de trading, les MLM de trading, les promesses incroyables de gagner 100%, 200% de ton capital pour quelques semaines ou quelques mois. Tout ce que j'ai testé n'a pas fonctionné et du coup, il a vraiment fallu que je découvre quelque chose de nouveau pour pouvoir m'enrichir vraiment et créer un patrimoine, une vraie sécurité, une sérénité financière et arrêter de faire le yo-yo et émotionnel et dans mes finances. Sur l'autoroute, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Aujourd'hui, dans cette interview, on va rencontrer Roman Paillet qui, comme moi, a réussi à développer un business dans l'e-commerce et qui, à un moment donné, avec ses mêmes frustrations de haut, de bas et de pas forcément voir son patrimoine se développer, a décidé de passer le cap et de développer une stratégie d'investissement qui a littéralement transformé la santé de ses finances. On va voir ça ensemble dans cette interview. Comme d'habitude, laissez un énorme like, abonnez-vous à cette chaîne. Dites-nous ce que vous pensez des stratégies d'investissement que vous allez découvrir dans les commentaires juste en dessous. Et faites attention à tous les liens qui sont dans la description juste en dessous. Si vous voulez vous former et passer à l'action pour justement avoir cette sérénité financière, ça se passera juste en dessous. Bonne interview à tout le monde. C'est parti. Hello les amis, j'espère que vous êtes en super forme. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo interview. Aujourd'hui, non pas dans les baskets et dans la tête des gens qui ont créé l'impossible dans leur vie, même si vous le verrez, ça a été le cas et on en refera une interview. Mais aujourd'hui, pour faire plutôt un partage d'expériences et de connaissances dans le sujet de l'investissement. Peut-être vous le savez, je me suis lancé un challenge cette année, investir plus de 100 000 $ dans la bourse, dans les actions, dans le trading, pour moi aussi rêver d'enrichissement, de millions, etc. Et j'ai déjà investi un bon bout de cet argent. Et du coup, c'est comme ça que je suis tombé sur Roman. Salut Roman, merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut à tous. Roman, du coup, on partage ce truc tous les deux, c'est l'e-commerce. Roman a fait un carton avec un site sur les chats, peut-être que vous le connaissez. Et il a vraiment réussi à tirer son épingle du jeu avec l'e-commerce en 2017, je crois, c'est ça? Ouais, j'avais commencé en août 2016 même, exactement, le lancement. Ouais. Et ça a vraiment cartonné à peu près à 2017 et tu as fait des chiffres de fou à ce moment-là, non? Ouais, c'est un petit peu ça. En fait, vraiment, en 2016, je l'ai lancé un petit peu comme ça. C'était les premiers gros résultats. Test, quoi. Ouais. C'était un peu le test. Et c'est vrai que j'avais eu un peu de frustration, tu vois, avant justement d'avoir eu des résultats moins bons. Et tu vois, là, j'avais noté un petit peu les chiffres. Le premier mois, je fais 1 100 € de chiffre d'affaires. Le deuxième mois, 6 300. Et le troisième mois, 13 000 €. Donc, en 3 mois, je fais x13. Donc, ça va très vite. Et c'est vrai que tu vois un petit peu le défaut de tout ça. Alors, l'avantage, évidemment, c'est qu'on est super content et on se met un petit peu, vu que on vivait dans la frustration, on se met à acheter plein de choses qui nous faisaient vraiment plaisir, qu'on n'avait jamais pu se payer avant.
Et Grave, donc, j'ai commencé à claquer beaucoup d'argent. Tu as dû connaître ça un petit peu aussi. grave. Voilà, donc tu commences à acheter des billets en business class pour ma chérie. J'achetais des hôtels 5 étoiles. Je voyageais aux quatre coins du monde. Je dépensais, voilà, je regardais plus. J'avais pris 6 employés. Et tu vois, étrangement, même si je gagnais pas mal d'argent, c'était assez stressant parce que justement, ça faisait un peu des hauts et des bas. Je pense Ouais. que tous les indépendants doivent connaître ça. Tu as un espèce de cycle où tu as euphorie totale quand tu gagnes de l'argent et tu te dis, mais ça va continuer toute ma vie, Ad ça va être comme vitam, ça. ça y est, j'ai craqué le code. C'est ça. Et tu comprends après que c'est pas du tout le cas. Et justement, j'ai alterné pendant ces 2 années là, 2016-2017, j'ai alterné vraiment des phases d'hyper euphorie et des phases limite de dépression parce que je me disais putain, on fait plus assez. J'avais 5 salaires à payer. Du coup, Ouais. je stressais énormément. Je me souviens, je bossais comme un fou à ces moments-là. Voilà, ça affectait mon couple, ça affectait toute ma vie en fait. Quand le business allait pas bien, j'allais pas bien moi-même. Ouais. Et je crois que c'est à ce moment-là, enfin même un petit peu plus tard, après j'ai carrément fait un burn-out. Et c'est à peu près à ce moment-là que je me suis dit, OK, Roman, il faut que tu arrêtes tes conneries, il faut que tu arrives à mettre de l'argent de côté et que tu te crées une seconde source de revenus autre que ton business. Parce que si tu fais tout reposer sur ton business, tu sais que de toute façon, ce qu'on fait sur Internet, c'est assez volatile. Facebook peut, du jour au lendemain, voilà, t'annoncer que finalement, changement dans l'algorithme ou quoi que ce soit. Donc, tu peux pas vivre uniquement de ça, sinon tu vas vraiment stresser. Il faut que tu mettes de l'argent de côté. Il faut aussi que tu l'investisses pour te générer des revenus passifs, avoir une seconde source de revenus. Comme ça, si jamais, tu vois, il y a un problème, hop, je regarde à côté, je vois que j'ai une autre source de revenus et ça me rassure énormément. Et c'est un Ouais, petit peu comme ça que je me ça dis, fait OK, il faut que redescendre un petit j'investisse. peu ça fait redescendre la marmite, quoi. Ça fait redescendre la couscoussière. Même plus que les indépendants, que les entrepreneurs en général. Le problème, c'était aussi le business model. À l'époque, comme on faisait de l'e-com, Facebook à fond, trouver un winner, ton winner il cartonne. Puis après, quand tu n'as plus de winner, tu te retrouves vraiment la gueule dedans, quoi. T'as plus rien. Tu te dis, tu as toute ta confiance en toi qui redescend. Tu te sens comme une merde et tu te dis, putain, j'y arriverai plus jamais. Tu as le syndrome de l'imposteur qui se pointe. J'en parle beaucoup. J'ai fait toute une série de conférences là-dessus cet été, notamment quand je suis rentré en France. Et c'est notamment moi ce qui m'a amené aujourd'hui à tout un parc de sites internet, principalement Google, SEO, avec beaucoup plus de stabilité, beaucoup plus de vision, beaucoup plus de Ah, ça fait plaisir. pérennisation finalement du business, tu vois. Et toi, ça a été plutôt l'investissement, justement, et mettre de la Je- thune de côté. C'est ça, je voulais un truc qui avait rien à voir avec mon boulot. En fait, je voulais avoir une activité vraiment active sur laquelle je me défonçais, où ça allait vraiment pouvoir générer du cash, comme c'était le cas pour l'e-commerce. Après, j'ai changé, Ouais. mais de base, c'était vraiment avoir une activité active et une activité à côté passive qui allait petit à petit se construire et vraiment m'assurer sur le long terme voilà, la sécurité, la tranquillité. Et c'est vraiment ce que je me suis lancé comme objectif. Tu vois, je me suis dit, voilà, je ne sais pas dans quoi je vais investir, mais il faut que j'investisse, il faut que je me crée une seconde source autre que l'e-com, parce que je savais que l'e-com, si je lançais un nouveau truc, ça allait me prendre du temps. Là, je voulais vraiment trouver un truc qui me prenne pas trop de temps, tu vois, et qui me permette d'investir du capital et me forcer en quelque sorte, parce que tu sais, c'est ce qui se passe quand tu as de l'argent sur ton compte en banque et que tu l'investis pas et qu'il traîne. Et au bout d'un moment, les choses faisons, tu lui trouves une utilité. Ouais, tu les Euh, dépenses. voilà, et l'e-com, c'est un peu, il faut faire attention parce que tu comprends que le chiffre d'affaires, c'est pas les bénéfices. Il faut être très proche de ces chiffres et tout parce que tu peux Ouais. vite te faire surprendre. Et moi, plusieurs fois, je me suis fait surprendre. Donc, je faisais des gros chiffres et pourtant, tu vois, il y a eu un espèce de constat amer où au bout d'un an et demi à faire des gros chiffres, finalement, je m'étais pas vraiment enrichi, tu vois. Ouais, et ça, moi, c'est, je pense, la plus grosse frustration que j'ai vécue dans cette ascension. Ça a été faire des gros chiffres, du coup, augmenter ton train de vie, te payer des trucs, on en Ouais, parlait, répondre à ses besoins de l'enfance, de l'éducation, de toutes les frustrations avec lesquelles on a grandi et tout ça. ouais, Et puis finalement, à un moment donné, tu fais les comptes, tu fais les maths, tu te rends compte qu'il ne reste plus rien. Tu as encore un peu d'argent de cash flow sur le compte, mais c'est l'argent nécessaire potentiellement pour lancer le prochain projet et te relancer dans quelque chose. Et tu te dis, bah merde, je ne me suis pas enrichi, quoi. ouais. Mon patrimoine, il C'est, n'a pas bougé, je ne me suis pas enrichi. C'est pour ça que maintenant je mesure mon patrimoine et justement je regarde ça parce qu'en fait j'ai compris qu'il y a 3 choses dans la vie. Il faut être capable, dans l'indépendance financière, il faut être capable de gagner de l'argent, il faut être capable de mettre de l'argent de côté, il faut être capable d'investir l'argent. Il faut les 3. Tu vois. Hmm. Tous les gens riches de cette planète ont ces 3 capacités-là. Et moi je me suis rendu compte que j'étais bon pour gagner de l'argent, mais que je ne savais pas l'économiser et que je ne savais pas non plus Exactement. l'investir. Et en Exactement. fait, c'est aussi, je ne savais pas l'économiser parce que du coup, je ne savais pas quoi en faire. Et quand tu sais ce que tu peux générer avec l'investissement, ça te donne envie de mettre plus d'argent de côté, tu vois. Donc, le but, c'est vraiment de développer les 3. Et malheureusement, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont très bons pour gagner de l'argent, mais niveau investissement, ils n'y arrivent pas. Et c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai lancé ma chaîne. C'est justement pour parler de ça parce que j'ai vraiment compris qu'en fait, justement, en allant voir des gens qui
gagner peu d'argent, mais arriver à économiser beaucoup et investir beaucoup. Grave. Je me suis dit, ah, c'est fou. Les mecs, ils gagnent 3 000 euros par mois. Donc, des fois, je gagnais peut-être 10 fois plus que ça. Mais moi, j'arrivais à rien à mettre de côté. Et eux, ils gagnent beaucoup moins. Et aujourd'hui, ils sont libres financièrement parce qu'ils ont été malins sur leurs dépenses aussi, quoi. Parce Donc, qu'ils ont j'ai été été beaucoup plus éduqué dans ce mindset, tu vois, investir, mettre à fond, jamais regarder les chiffres, tu vas toujours faire plus. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais non, le but, c'est d'avoir cette dualité, tu vois, dans ta tête, d'être à la fois capable de gagner beaucoup et à la fois d'économiser beaucoup. Donc, c'est vraiment sur ton salaire, quel est le pourcentage que tu arrives à mettre de côté. Et plus ce pourcentage arrive à être élevé, plus rapidement tu atteins ta liberté financière, en fait. Et donc, les amis, aujourd'hui, c'est ça dont on va parler. Ça a été du coup la bascule vers l'investissement de Roman. Comment est-ce qu'il l'a fait, les erreurs à ne pas faire et comment vous pouvez à votre tour également vous lancer. Moi, clairement, ça m'a libéré ce travail. Ça fait vraiment 2 ans que j'ai pris conscience que j'étais une bite d'un point de vue intelligence financière, d'un point de vue investissement. Je pense que mon ego ne me laissait pas le voir. Ok, j'ai la capacité de générer beaucoup d'argent. Ok, j'ai compris comment on gagnait de l'argent, mais j'étais incapable derrière et de l'utiliser correctement et de le garder et de le faire fructifier. Mon patrimoine a fait quasiment x3 en 1 an. C'est incroyable quand on commence à prendre les bonnes habitudes, la bonne vision, l'effet de levier qu'on est capable de créer. Et bien, j'espère vraiment qu'aujourd'hui, à travers cet épisode, on arrive à retransmettre et la vision et les bons outils et les bonnes habitudes. Du coup, maintenant, vous en savez un petit peu plus sur Roman. Dans tous les cas, si vous voulez l'intégralité du parcours entrepreneurial de Roman, on en fera une interview qui sera, à mon avis, géniale. On vous la mettra dans la description juste en dessous. Mais du coup, raconte-nous, toi, comment tu as commencé du coup à investir. Tu es à ce moment-là, tu as cette prise de conscience, tu te dis, OK, je ne sais pas dans quoi je vais investir, mais je sais qu'il faut que j'investisse. Comment tu démarres? En fait, la première chose vers laquelle je me suis tourné, c'était l'immobilier. De manière assez classique, en fait, parce que tout le monde disait que l'immobilier, c'est génial. Enfin, en France, en tout cas, on dit toujours, voilà, l'immobilier, c'est la clé, voilà, c'est l'investissement sécurisé, c'est de la pierre, etc. Donc, on en parlait beaucoup et j'avais bossé notamment pour Cédric Anissette qui faisait pas mal de programmes sur l'immobilier. Il avait notamment un tout premier livre à la base qui s'appelait Parking Attitude, je me souviens, sur le fait d'acheter des parkings. Et donc, moi, ça m'a séduit un peu. Voilà, ça m'a séduit un petit peu cette idée de pouvoir démarrer justement avec un petit capital, une petite expérience immobilière. Et donc, j'ai acheté un premier parking. Et alors, ça a été un peu facile parce qu'en fait, je l'ai racheté à mon père. C'était un garage dans ma ville natale du Puy-en-Velay. Et je t'avoue que même si j'étais content de voir les premiers loyers qui tombaient, j'étais là, c'est super, j'ai rapidement déchanté. Et ça a été un peu une première mauvaise expérience dans l'immobilier parce que, alors, je trouve un locataire, bon, il faut poster des annonces, voilà, ça prend un petit peu de temps. Au bout de 2 mois, il me dit, bon, je pars. OK, donc je remets des annonces, je trouve un deuxième locataire. Ensuite, peut-être 1 mois plus tard, la porte se casse. Merde, OK, bon, va falloir que je change la porte. Donc, je paye un gars, je le fais venir, tac, il change la porte, machin. Pendant ce temps-là, l'autre, j'ai dû rembourser, du coup, la personne. Ensuite, peut-être 2 semaines plus tard, il me dit, bon, en fait, finalement, je pars moi aussi. Je commence à me dire, OK, donc je trouve une troisième personne. 1 mois plus tard, inondation. Donc là, carrément, évidemment, la personne n'avait pas mis sa voiture, mais des affaires qui ont été mouillées, donc il fallait que je rembourse. Je me suis dit, en fait, à partir de ce moment-là, donc c'est une expérience sur 3-4 mois. Et puis déjà, il faut savoir qu'un parking, du coup, allez, peut-être jusqu'à 10 000 euros grand maximum, tu as dû payer ça, peut-être 7 000, 8 000. Et encore, je l'avais payé un peu moins cher parce que du coup, c'était avec mon père. C'est à ton père. Tu as des frais de notaire qui sont hyper élevés et tu vas toucher 80 ou 100 balles de loyer grand max, quoi. 50 euros par mois, je louais. Donc, c'était vraiment pas énorme, surtout avec toutes ces galères. Et surtout, en fait, je me suis dit, mais en fait, attention, Roman, tu es en train de te créer un second métier. C'est-à-dire qu'il faut être présent pour gérer les galères, pour remplacer. Si tu arrêtes s'il y a un locataire qui part et que tu n'es pas là rapidement, ça veut dire que tu perds des loyers. Alors évidemment, il y a des gens qui vont te dire pourquoi tu ne délègues pas, mais déléguer, c'est du management, il faut trouver la bonne personne, c'est de l'humain. C'est moins de rentabilité, hein, clairement. C'est aussi, et voilà, et ça va faire baisser ta rentabilité. Donc j'ai commencé un petit peu à avoir toutes ces réflexions-là et je me disais, putain, mais c'est peut-être moi le problème, je sais pas, je suis pas assez bosseur ou quoi que ce soit. Ou c'est la vie qui te dit, Roman, c'est pas ton truc. C'est ça. Roman, l'immobilier, c'est pas ton truc. C'est un peu ça. Et tu sais quoi, je vais te libérer de ce poids. Tu as aussi une mauvaise expérience immobilière? Ça fait 12 mois que mon locataire n'a pas payé de loyer. Ok. En ce moment, donc il squatte mon appart, hein, c'est comme ça qu'on appelle. Bien évidemment, je ne peux pas le virer de chez moi parce qu'on est en France et que c'est illégal de virer quelqu'un de chez soi. Du coup, en ce moment, en plus de payer mes traites de crédit, je paye l'avocat. Le mec
je pense qu'il a chié sur mes murs. Il a rendu mon appartement insalubre. L'appartement est dégueulasse. Donc voilà. Et je ne peux Après, moi, rien faire. tu vois, je veux pas trop cracher sur l'immobilier parce que je sais qu'il y a des gens qui investissent dedans et ça peut très bien fonctionner, notamment si vous avez, moi, je pense, ce qui est intéressant, c'est si vous travaillez dans le domaine. Donc, par exemple, vous connaissez pas mal de domaines parce que vous êtes agent immobilier, parce que vous faites des réparations, vous avez de la famille qui est maçon, etc. Ça, je pense que c'est super malin parce que on peut faire Il des y a travaux, plein on peut de faire des coups à choses faire. intéressantes. En CDI, vous pouvez faire effet de levier avec la banque et donc tout de suite, vous retrouvez, voilà, vous avez 10 000 euros, vous vous retrouvez avec 100 000. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Maintenant, c'est juste qu'il faut bien comprendre que voilà, c'est quelque chose qui prend du temps, il faut s'y intéresser et c'est pas quelque chose, ça correspondait pas vraiment à mon idée de complètement passif, tu vois. Et quand j'ai eu cette expérience du parking, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Là, c'est juste un garage. Hein. Qu'est-ce qui va se passer quand tu vas avoir 2 appartements, 3 appartements? C'était quand même l'objectif. Ouais. Est-ce qu'à 60 ans, tu vas encore devoir aller répondre au téléphone, aller voir si les trucs sont pas cassés chez les gens? Je me suis dit, c'est pas possible. Et Puis donc, à je me suis dit, distance OK, aussi. Hein. Moi, ce qui m'a niqué avec ma location, ouais, c'est d'être à distance. Ça marche pas en fait. À un moment donné, tu peux non, pas avoir le niveau de check, le niveau de contrôle. Et moi, j'ai mis une agence. Hein. J'ai mis une agence, donc je me suis assis sur la rentabilité. C'est-à-dire qu'en gros, moi, mon truc, c'était vraiment break-even à l'équilibre. Et ouais, même là, l'agence m'a dit, tu sais, moi, j'ai signé les contrats comme ça. Vas-y, occupez-vous-en, tu vois. J'en sais rien. J'ai ouais. été conseillé C'était par un peu personne. l'objectif de Ah ne non, pas mais avoir à vous t'en n'avez, occuper. Normalement, monsieur, quand tu prends une vous agence. n'avez pas pris les assurances loyers impayés. Vous n'avez pas pris les assurances dommages, machin et tout. Alors là, j'ai tout dans le cul, quoi, tu vois. Voilà, c'est aussi très compliqué. Et en effet, avec la distance, je pense que si tu prévois pas de rester forcément dans la même zone, voilà, ça peut être quelque chose de très compliqué. Et moi, je me suis dit, voilà, je me vois pas forcément rester au puits. J'avais envie de bouger, je voyageais beaucoup. Donc, j'ai commencé à me dire, OK, faut que tu trouves autre chose que l'immobilier Ouais. parce que je vois pas comment je vais pouvoir gérer ça sur le long terme. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à me regarder un petit peu mieux la bourse. Comme beaucoup de Français, j'avais énormément d'a priori négatifs. Tu vois, je me disais, c'est quoi? C'est compliqué, ça a l'air risqué. Je comprends pas trop comment ça fonctionne. Est-ce que c'est pas réservé aux riches? Voilà. Et donc j'avais plein de préjugés. Et en fait, en commençant à m'y intéresser petit à petit, en lisant des articles, notamment beaucoup aux États-Unis, où c'est justement beaucoup plus quelque chose qui se fait par rapport en Ouais, je France à crois qu'il l'investissement. y a des stats qui disent qu'aux États-Unis, grosso modo, les gens investissent beaucoup plus dans les actions et en bourse. C'est un peu plus naturel chez eux que chez nous. Là où Parce chez que nous, par contre, on investit beaucoup plus dans l'immobilier de c'est ça. façon un peu C'est ça. naturelle, quoi. C'est de façon naturelle, c'est aussi, on va en parler un petit peu, c'est aussi parce qu'en France, il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'entreprises qui sont des entreprises zombies dans lesquelles on n'a pas forcément envie d'investir et dont peut-être tes parents ou moi, je sais que mon père, il avait investi dans ce genre d'entreprise, on va en parler un petit peu après, qui n'ont pas fait des performances incroyables. Donc, je pense que ça vient de là, la mauvaise réputation en France. Mais en effet, aux États-Unis, c'est beaucoup plus répandu aussi parce qu'ils préparent leur retraite en fait en investissant. Donc, voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus répandu. Et j'ai commencé à me renseigner, tu vois, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas si compliqué que ça. Que je pouvais, avec un petit capital, voilà, aller me diversifier sur des centaines d'entreprises, de grosses entreprises, donc finalement être même plus diversifié que dans l'immobilier. Je me suis aussi rendu compte que je pouvais gérer ça facilement avec mon téléphone, ouvrir un compte assez rapidement, gérer tout ça depuis mon ordi, que j'allais pas devoir avoir gérer des notaires, des papiers, etc. Que ces entreprises-là, eh ben, elles allaient faire de la croissance et elles allaient pas m'appeler. Voilà, Amazon, ils vont pas m'appeler à 23h pour me dire oui, excusez-moi Roman, là, un petit galère avec les entrepôts, là, est-ce Panneau que tu peux passer chaude. voilà, est-ce que tu peux passer, nous aider? Non, voilà, là c'était vraiment passif. Comment on peut voilà, on peut définir du passif? Alors certes, comme dans l'immobilier, il faut se former, il faut comprendre quand même un peu comment ça fonctionne, mais je veux dire en termes de passivité, on est sur un niveau extrême, c'est-à-dire on achète l'action, on n'y touche pas, notamment quand on investit sur le long terme. On la garde sur le long terme et l'action va faire de la plus-value et va nous donner aussi des dividendes. Et tu vois, je crois que c'est ça qui m'a vraiment, voilà, ça a été le déclic pour moi, c'est qu'en fait, quand j'ai commencé à regarder les performances historiques de la bourse, je suis assez carré, je me suis dit, ok, c'est quoi les performances? Est-ce qu'on peut obtenir quand même quelque chose de similaire à l'immobilier? Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Et en fait, je me suis rendu compte que les chiffres étaient globalement les mêmes en bourse. Tu vois, je sais pas si tu peux partager mon écran, je vais montrer un petit truc. Donc ici, je vous ai fait la performance du SP500 depuis 1984. Donc le SP500, c'est en fait un indice des 500 plus grandes entreprises américaines. Donc voilà, aujourd'hui, dans ce SP500, vous avez plein d'entreprises que vous devez connaître. Amazon, Apple, Microsoft, Coca, McDo. Voilà, c'est un petit peu la quintessence des grandes entreprises. On a un peu la même chose en France avec le CAC 40. Et donc là, voilà, je vous ai fait l'historique sur 38 ans.
Et vous voyez qu'en moyenne, alors ici, quand il y a du vert, ça veut dire qu'il y a eu de la performance sur cette année. Quand il y a du rouge, ça veut dire que ça a été une performance négative. Et vous voyez qu'en moyenne, sur les 38 ans, quand je le prends juste ici, on a une moyenne de 10% par an. Alors en effet, 10% par an, c'est un peu trompeur parce qu'on se dit, je vais faire 10%, 10%, 10%. Non, évidemment, là, ça ne marche pas comme ça. Si c'était aussi simple et aussi garanti, hein, ce n'est pas comme un livret A où vous allez faire 0,5 par an. Ça, c'est garanti, mais du coup, ça ne rapporte rien. Et même, on perd de l'argent du coup à cause de l'inflation qui est autour des 2%. Là, vous voyez qu'on fait en moyenne 10%, mais que c'est un peu plus variable. Hein. Donc là, par exemple, en 1984, le SP500 a gagné 1%, puis 26%, puis 15%, puis 2%, 12, 27, moins 7, 26. Donc, vous voyez, on a quelques années en rouge. Hein. Il faut en être conscient et c'est pour ça que c'est pas voilà, il y a de la variation au niveau du portefeuille, mais vous voyez qu'on a quand même beaucoup plus d'années vertes que rouges et que en moyenne, on retombe quand même sur nos fameux 10% de rendement par an, ce qui est quand même très très bon. Et vous voyez, je vous ai mis ici un exemple. Donc, imaginons que vous démarriez avec 10 000 euros. Donc voilà, vous avez 10 000 euros à 25 ans, vous les posez en bourse et vous n'y touchez plus pour le restant de vos jours. Vous voyez que la première année, donc vous faites 1%, donc vous avez gagné 140 euros, c'est pas grand-chose. La seconde année, vous voyez, vous avez gagné 2810 euros, etc., etc. Et vous voyez, tac, 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 tac. Et à la fin, vous partez à la retraite, 62 ans, c'est l'âge de la retraite en France. Vous retrouvez vos 10 000 euros sont transformés en 264 554 euros. Donc, c'est hyper puissant. Au début, moi, quand j'ai vu ça la première fois, tu vois, Enzo, j'ai pas trop compris. Je me suis dit, attends, c'est de la magie, c'est quoi ce délire? Comment 10 000 euros, à nouveau, on est 10 000 euros, on les a posés, on les a plus touchés. Hein. Comment 10 000 euros se transforment en 264 000 quoi? Est-ce que c'est de la magie? En fait, non, c'est pas de la magie, c'est juste des maths et ce sont les fameux intérêts composés. En fait, on va, quand on fait 26%, on va pas faire 26% uniquement sur 10 000 euros, mais on va faire 26% sur les 10 140 euros. C'est-à-dire qu'on cumule les pourcentages et c'est ça qui fait que c'est vraiment puissant et que plus le temps passe, et le temps, ouais, ça, c'est la force du temps. Hein. La force du temps. Et vous voyez que, alors, ça ne veut pas dire que le portefeuille ne va pas baisser. Hein. Vous voyez qu'ici, en 2008, notamment à cause de la crise, là, vous passiez de 89 à 53. Mais si vous gardiez sur le long terme, globalement, l'économie s'améliore, les entreprises. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'ils disent. Depuis la création de la bourse a toujours gagné sur le long terme. Exactement. En moyenne, 10% par an. Einstein disait par rapport aux intérêts composés, j'aime bien cette citation, ce sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne et celui qui ne comprend pas les paye. Hein, celui qui ne comprend pas les paye parce que celui qui ne les comprend pas, bah, il garde son argent sur son compte en banque et il se fait bouffer par l'inflation. D'ailleurs, pour la petite histoire, il faut savoir que si vous n'investissez pas l'argent, hein, si vous ne faites pas assez fort d'investir vous-même votre argent, la banque, hein, elle va se faire un plaisir de l'investir. De l'investir pour vous. Exactement. Avec votre argent, elle va accorder des prêts, elle va acheter des obligations, des actions. Donc voilà, vraiment, il faut investir parce que si vous n'investissez pas, vous perdez tout ce capital. Et là, on parle quand même de près de 254 000 euros de gains. Alors certes, on est sur une période assez longue, mais finalement, c'est excellent, quoi. Je veux dire, c'est juste en posant juste 10 000 euros une seule fois et en n'y touchant plus. Évidemment, on va imaginer par exemple que vous allez rajouter de l'argent. Imaginons que vous touchiez le salaire médian net français en 2019, 1 940 euros par mois. Donc, ça veut dire qu'il y a 50% des Français qui gagnent plus de 1 940 euros, 50% qui gagnent moins. Donc, imaginons que vous soyez capable, à partir de ce salaire médian, donc vous êtes vraiment dans la moyenne des Français, vous êtes capable de mettre 10%. C'est pas énorme, 10% de côté, ça reste gérable. Il faut juste bien s'organiser au niveau des dépenses. Ça veut dire que vous mettez 194 euros chaque mois en bourse. Donc, ça vous fait rajouter 2 328 euros par an. Et donc, sur mon tableau, je vais rajouter 2328. Donc là, vous voyez, on est à 264 000 euros, ce qui était pas mal. Et là, boum, on passe à 906 000 euros, donc quasiment 1 million, simplement en posant donc 10 000 euros et en rajoutant donc ces fameux 2000. Donc en partant du principe que le SP500 aurait la même croissance entre 84 et 2004, c'est ça? Non, et 2021. Donc là, j'ai ressorti quand même 38 ans de performance. Donc si on a un historique similaire, en mettant 10 000 euros au départ, plus 2 000 euros par an, ce qui n'est pas grand-chose pour tous les gens là qui nous écoutent, on serait capable de devenir finalement millionnaire, mathématiquement parlant, quoi. C'est ça. C'est ça. Et donc ça, c'est quand même assez incroyable. Quand j'ai découvert ça, j'étais très excité. Je me suis dit, waouh, ok. Et si je rajoute plus, hein, si je gagne un peu plus que le salaire médian français, ou si j'arrive à justement mettre un peu plus de pourcentage de côté, ça veut dire que je vais devenir, voilà, je vais pouvoir être libre beaucoup plus facilement. Je vais pouvoir devenir millionnaire assez rapidement. Là, on voit que voilà, il faut quand même attendre d'avoir 62 ans. Quand on démarre à 25, c'est un peu long. Mais évidemment, si on modifie les chiffres ici et qu'on est capable de mettre un petit peu plus, hein, on se dit, allez, imaginons, je sais pas, je suis capable de mettre, allez, peut-être 600 euros par mois. Ça fait combien? Ça fait 7 200 euros par an. Donc ça demande évidemment plus d'efforts, mais c'est quelque chose de possible aussi. Et ben là, vous voyez, on est à 2 millions à 62 ans et on atteint le million encore plus rapidement, quoi. Donc voilà. Et on a mis que 10 000 euros de départ. Encore évidemment, une fois, plus vous mettez tôt, mieux c'est. Ça, c'est important. Là, on répartit le capital au fur et à mesure des années, mais plus vous mettez tôt,
plus évidemment ça va aller vite. Donc C'est quand j'ai vu ce genre de incroyable, hein. chiffres, je me suis dit c'est Ouais. assez incroyable. Et surtout contrairement à l'immobilier où justement l'immobilier, des fois on a du cash mais on peut pas l'investir tout de suite parce qu'il faut trouver une bonne affaire, il faut faire les papiers. Mmh. Là, boum, 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 on peut réinvestir tout de suite l'argent et donc accélérer cet effet justement, cet effet des intérêts composés. Alors évidemment, comme tu l'as dit, hein, ça c'est l'historique, donc c'est pas dit qu'on refera exactement la même chose, mais vous voyez que j'ai pas juste mis 10% par an tous les ans. Hein. J'ai été plus réaliste puisque je me suis basé sur un vrai historique de plus de 38 ans Mmh. d'expérience de marché et même sur les 100 dernières années, on est environ à 10%. Donc voilà, à mon avis, on restera autour de ces 10%. Il y aura peut-être, il y aura sûrement des périodes comme ici en 2008, tu vois. Là, il y a quand même eu 10 ans où ça a presque rien gagné. Donc, quand on achète juste un tracker avec les 500 plus grandes entreprises, on peut avoir quand même des périodes assez longues où on va pas forcément gagner d'argent. C'est pour ça que je vais expliquer un peu plus tard. J'aime bien les sélectionner moi-même des entreprises spécifiques dans ce SP500. Mais de manière générale, hein, si vous voulez retenir qu'une chose de cette vidéo, investissez, investissez cet argent-là parce que sur le long terme, c'est vraiment excellent. Et plus le temps passe et plus vous allez gagner de l'argent là-dessus, quoi. C'est assez fou, moi, ma vraie prise de conscience derrière ça, ça a été de dire, alors déjà, entre guillemets, ce rêve d'être millionnaire ou de vraiment atteindre cette liberté financière, cette tranquillité financière vraiment très profonde et de faire des chiffres ouf, c'est complètement disponible. C'est-à-dire que je pense qu'au début, quand on s'est tous lancés, on y a tous rêvé, tu vois, de se dire waouh, peut-être que moi aussi, un jour, j'aurai mon nom en haut de l'affiche. Quand je dis mon nom en haut de l'affiche, c'est plusieurs millions d'euros, peut-être c'est cette très belle maison dont vous avez toujours rêvé, c'est peut-être cette tranquillité de pouvoir voyager partout en permanence et de ne pas avoir à être stressé. C'est ouais, j'y arrive, quoi. Je fais partie de ce 1%, et c'est peut-être pour ça que j'ai passé des heures et des nuits derrière mon ordinateur à essayer de créer quelque chose. Et là, mathématiquement, tu te rends compte que sur le long terme, si tu fais les choses bien, tu ne peux pas te rater. Il y a cette espèce de truc de… Moi, j'ai été rassuré, tu vois, genre tranquillisé presque par ce truc de me dire, OK, je peux être le plus gros trou de cul du monde si je me tiens à ma règle de 8 où j'investis 500 balles par mois tous les mois parce qu'effectivement, mes revenus me permettent d'investir 500 balles par mois tous les mois. Putain, c'est garanti, ma retraite est garantie, j'aurai pas besoin de l'État. Parce que voilà, si vous investissez pas aussi, ce qu'il faut savoir, il y a des gens qui disent oui, l'État français me paiera ma retraite. Alors ça, malheureusement, ça sent mauvais. C'est-à-dire que l'État est très très endetté actuellement et globalement le système actuel n'est pas financièrement tenable. Je m'intéresse pas mal à l'économie là-dessus et ce que va faire l'État de plus en plus, c'est ils vont par exemple dire ok, on va augmenter les salaires de 1%, mais en fait l'inflation est à 2 ou 3%. Donc en fait les salaires, on a l'impression qu'ils augmentent. Hein, c'est très vicieux. Vous avez toujours, par exemple, vos 10 000 euros, si vous les laissez sur votre compte, vous avez toujours 10 000 euros. Mais en fait, chaque jour qui passe, l'argent perd de sa valeur et au bout d'un moment, vous n'avez plus rien, quoi. Vous avez, au bout de, voilà, là, sur un horizon comme ça, l'argent a perdu la moitié de sa valeur. Donc, si vous l'investissez pas, c'est aussi ça, c'est que aujourd'hui, le système de retraite n'est pas forcément tenable et donc soit il va falloir travailler plus longtemps, c'est pas la retraite à 62, c'est la retraite à 70, c'est peut-être à 80. Soit il va falloir mettre de votre côté plus d'argent de côté, c'est évidemment ce que je vous conseille. Ou soit l'État va devoir imprimer plus de billets, mais s'ils impriment plus de billets, ça veut sûrement dire plus d'inflation. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on se notre retrouve pouvoir avec, d'achat ne va côté, faire que baisser, quoi. Un pouvoir d'achat qui baisse, exactement. Dans et tous donc, les c'est cas, et exactement puis ça, on en le fait, voit. En investissant, non seulement vous conservez votre pouvoir d'achat, mais en plus vous l'améliorez. Et tu vois, Enzo, ce qui m'a vraiment convaincu de passer à l'action sur la bourse, donc déjà il y avait cet aspect d'effet composé que je pouvais gérer depuis mon ordi, tout ça. Ce qui a vraiment fini de me convaincre, c'est quand j'ai compris qu'en fait, il allait avoir une partie de ces 10% de performance annualisée qui allait m'être versée directement sur mes comptes sous forme de cash flow, c'est-à-dire que j'allais pas avoir besoin de vendre mes actions et que juste en conservant ces actions, j'allais être payé par les entreprises. Donc finalement, en fait, c'est le même système en bourse qu'on a dans l'immobilier. Donc dans l'immobilier, vous pouvez gagner de l'argent avec évidemment la valorisation de votre bien. Donc votre bien, par exemple, vous l'avez acheté 100 000, il vaut 200 000, donc vous avez fait 100 000 euros de plus-value. Et ben en bourse, c'est pareil. Si vous achetez une action 100 euros, que vous la revendez 200, vous avez fait pareil, 100% de plus-value. Et en immobilier, vous avez aussi vos loyers, donc le locataire qui vous verse des loyers chaque mois. Et donc ça, c'est très agréable. Et en bourse, on a pareil. En fait, on a toutes ces grandes entreprises, la majorité d'entre elles, en fait, gagnent tellement de bénéfices et de manière tellement stable qu'elles vont en fait verser une partie de leurs bénéfices tous les trimestres aux actionnaires.
Ce bénéfice va être versé sous forme de dividende. Et donc, en se diversifiant, en achetant une dizaine, une vingtaine d'entreprises différentes, on peut s'assurer comme ça d'être payé tous les mois et de recevoir tous les mois des versements de dividendes. Vous voyez qu'ici, je vous ai mis un autre tableau qui est assez intéressant. Donc, on reprend notre exemple. On a mis 10 000 € en 1984. Enfin, du moins, on peut imaginer que c'est aujourd'hui même. Et on commence, j'estime que voilà, quelque chose de très prudent, c'est d'obtenir 2% de rendement en dividendes si vous avez un portefeuille bien diversifié sur des sociétés solides. 2% de rendement net, donc j'enlève aussi les impôts. C'est-à-dire que si vous investissez 10 000 €, vous recevez la première année 200 € par an. Et donc, ça vous fait environ 17 € par mois. Donc, ça paraît peu, évidemment, 2%. On se dit, oh, ça ne fait pas énorme. Voilà, donc c'est quand même toujours 4 fois mieux que le livret A. Mais on se dit, forcément, ce n'est pas forcément énorme. Mais ce qu'il faut savoir avec les dividendes, c'est que primo, évidemment, ces 2%-là sont qu'une partie du bénéfice, puisque vos actions vont aussi prendre de la valeur. Donc, je vous rappelle, vous faites 8% par an. Donc là, vous avez 2% sous forme de dividende, mais vous allez aussi avoir 8% sous forme de plus-value. Alors, sachant que cette plus-value, évidemment, elle est un peu plus voilà, elle va bouger un petit peu. Ce qui est bien avec les dividendes, c'est que c'est extrêmement stable, c'est-à-dire que c'est payé toutes les années. Et donc, c'est beaucoup plus, voilà, c'est une manière d'être beaucoup plus serein. Et tu vois, ici, j'ai mis un exemple. Je suis allé justement chercher l'historique d'augmentation du dividende du SP500 sur les 32 dernières années. Les entreprises augmentent en moyenne 6% par an leur dividende, le versement aux actionnaires. C'est-à-dire que, certes, la première année, vous gagnez 200, mais la deuxième année, vous gagnez 218, la troisième, 238, 259, etc., etc., etc. Et vous voyez qu'avec vos 10 000 €, au bout de donc ces fameux 38 ans, vous touchez 48,51% de dividendes par rapport à votre investissement initial. C'est-à-dire que vous touchez 4 851 € par an de dividendes, ce qui fait vous fait quand même 404 € par mois de revenus 100% passifs. Et quand je dis passif, là, c'est encore beaucoup plus passif que l'immobilier. Il n'y a vraiment rien à faire. Et je trouve ça incroyable parce que justement, quand on est dans l'immobilier, on ne peut pas augmenter son loyer comme ça. On ne peut pas dire du jour au lendemain, OK, tous les ans, je vais augmenter mon loyer de 6% ou de 9%. On ne peut pas faire ça. Eh bien, en bourse, c'est automatique. C'est-à-dire que les entreprises, celles qui réussissent bien, vont continuer d'augmenter leurs dividendes. Et vous voyez qu'en moyenne, l'augmentation est de 6%. Je vous ai mis ici que si vous réinvestissez vos dividendes, c'est-à-dire que quand vous recevez vos dividendes sur votre compte de bourse, vous pouvez faire ce que vous voulez. Soit vous les retirez et vous allez vous acheter à manger ou des choses qui vous font plaisir avec, ou alors vous pouvez les réinvestir directement dans de nouvelles actions et ça va booster évidemment encore plus rapidement. Ça va accélérer le process. Exactement. Et donc là, je me suis un peu trompé. Donc de base, c'est 6%. Donc vous voyez que de base, vous obtenez 1727 et en fait, si vous réinvestissez les dividendes, vous voyez que ça accélère encore plus. On passe à 9% et là, voilà, on est à 4 851 €. Sachant qu'à nouveau, 4 851 € par an, on n'a mis que 10 000 €. On n'a pas rajouté d'argent. À nouveau, vous voyez qu'on a une jolie courbe exponentielle qui fait bien plaisir. Et le même système fonctionne ici pour les dividendes. Si on rajoute de l'argent, donc j'ai mis ici un exemple, donc on repart avec nos 10 000 €. On rajoute nos fameux 2328, donc 200 € par an. On a toujours notre rendement de dividende de 2% et notre augmentation annuelle de 9%. Et là, vous voyez tout simplement qu'à chaque fois que vous allez faire un achat, ici la première année, vous allez vous créer une espèce de colonne de revenus passifs qui va faire que augmenter. Donc là, vous voyez, la deuxième année, boum. Donc la deuxième année, boum, on crée une nouvelle colonne. Troisième année, on crée une nouvelle colonne. On crée une nouvelle colonne. Et on augmente comme ça nos dividendes. Et donc là, vous voyez qu'on commence avec 247, 315, 390. Donc voilà, je vous mettrai le tableau en dessous si vous voulez jouer avec. Mais vous voyez que c'est quand même ultra puissant. C'est-à-dire qu'à la fin, vous allez être à 18% de rendement par rapport à tout l'argent que vous avez investi. Donc vous avez investi, à nouveau, si on prend l'exemple de 10 000, vous démarrez avec 10 000, vous rajoutez 2328 € par an. Vous avez investi, du coup, au bout de 38 ans, 98 000 € et vous recevez 18 000 € par mois de dividendes, donc près de 18,3% de rendement en dividendes. Et donc là, vous êtes à 1 500 € par mois quand même de dividendes, de revenus 100% passifs. Et donc, si vous dépensez 1 500 € par mois, vous êtes concrètement libre financièrement. Vous pouvez faire vraiment en laissant du coup également nos dividendes, ça nous permet de dépasser largement le million. Tout à l'heure, on était en dessous, on était à 900 000 et quelques avec ce montant d'investi. Là, on dépasse largement du coup le million d'euros de patrimoine. C'est ça. Donc, non seulement le patrimoine s'améliore, mais les revenus passifs aussi. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas besoin du tout de vendre vos dividendes. Je vous ai mis ici, donc là, voilà, vous voyez le genre de croissance exponentielle quand on rajoute en plus de l'argent, en plus de réinvestir les dividendes. Je vous ai mis ici, moi, mon progrès depuis que j'ai démarré en 2017. J'ai commencé 17 € par mois de dividendes, 135 en 2018, 210 en 2019, 246 en 2020 et 336 en 2021. Donc, vous voyez, je suis en train de commencer à créer cet effet boule de neige. Et j'ai hâte de voir comment les dividendes vont monter. Mais vraiment, maintenant, mon objectif, tu vois, Enzo, c'est chaque année de gagner un peu plus de revenus passifs que l'année précédente parce que je me dis que grâce à ça, je débloque en fait de la liberté dans ma vie. Aujourd'hui, je dépense environ 3 000 € par mois, tu vois. Et donc, ça veut dire qu'il y a 10% entièrement de mon style de vie qui est payé par les dividendes. J'aime bien dire qu'en 2017, les dividendes me payaient un McDo et aujourd'hui, ils peuvent me payer un étoilé tous les mois.
Et tu vois, ça vous donne, quand vous avez commencé à avoir pas mal d'actions, ça vous donne un calendrier comme ça de paiement de dividendes. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est le 15 octobre, on filme la vidéo, je vais recevoir 59,76 $. J'ai rien eu à faire. Je ne touche pas à ces entreprises-là. Hein. Ce n'est pas les locataires, hein. C'est vraiment les entreprises qui me payent. Donc là, vous voyez, il y a 2 entreprises, Real Income et PBA, qui me payent 59 $. Ensuite, 48 $, on voit dans une dizaine de jours Cisco, 53 $ le 29, 90 $ ici le 3 entreprises le 1er novembre. Le 1er novembre, ça fait plaisir. On a 180 $ le 12 novembre. Donc voilà, vraiment, quand on atteint ce stade, quand vous atteignez ce stade où vous commencez à avoir pas mal d'argent, vous commencez à investir pas mal d'argent en bourse et que vous voyez que tous les jours du mois, vous recevez des paiements, c'est hyper rassurant, tu vois, et voilà, t'es plus tranquille et tu te dis maintenant, j'ai pas besoin de me presser ou faire quoi que ce soit, je peux juste continuer à kiffer ma vie et vraiment de plus en plus me rapprocher d'une liberté totale où je fais vraiment ce qui me plaît dans ma vie, quoi, tu vois. Ouais, puis d'être dans cette sérénité C'est financière, ça. quoi, cette tranquillité financière. Et puis effectivement, et ce qui est important, c'est-à-dire que tu gardes, entre guillemets, un boulot, un job, une entreprise dans lequel tu développes, dans lequel tu t'investis et dans lequel tu tires tes salaires. Et ça, c'est vraiment à côté. La bourse, il ne faut pas jouer avec la bourse. Trader, c'est un vrai métier. Les compétences qu'il y a derrière, etc., c'est complexe. Et pour tous ceux qui voudraient faire du day trading, etc., ou vraiment s'investir dans le trading, c'est un job et je vous conseille de vous former, de devenir vraiment bon parce que tous les gens qui ont voulu faire les apprentis traders dans mon entourage se sont pété les dents. Quand j'ai voulu jouer à l'apprenti trader en installant des bots de trading, des trucs, des machins, je pensais avoir eu le filon. Dites-vous que quand vous pensez avoir eu une idée ou un filon, vous êtes la 8 millième roue du carrosse. Et qu'avant vous, il y a des gens qui ont des vrais filons, qui ont des vraies compétences, qui sont vraiment doués et qui, eux, tradent avec des millions de dollars pour gagner de l'argent. Vous C'est ne pouvez pas révolutionner C'est ça. 90%, en fait, c'est juste qu'il faut bien réaliser que c'est 90% de perdants. C'est comme quelqu'un qui voudrait dire, vas-y, je vais être joueur pro de tennis. Les chances sont contre vous. Ça ne veut pas dire que vous ne devez pas essayer si vraiment c'est votre passion, mais c'est juste qu'il faut bien réaliser que c'est un métier à temps plein. Et donc là, on n'est plus sur de l'investissement justement à côté d'un travail. Donc Exactement. c'est complètement une activité différente. Et c'est pas du tout Et passif pour le coup. C'est et pas c'est du pas tout du tout passif. passif. On est sur complètement autre chose. On regarde les momentum. On est tout le temps, on est assez souvent sur la tête sur l'ordi. Il faut vraiment un mental d'acier, etc. Donc ouais, non, ça n'a rien à voir. Et là, ce qu'on fait, c'est pas du tout pareil. On achète des entreprises solides et on les garde sur le long terme. Et justement, les traders jouent sur le court terme. Nous, on joue sur le long terme. Sur le long terme, c'est beaucoup plus facile de se dire, OK, cette entreprise va continuer d'exister dans 10 ans parce que Ouais. on va le voir juste après, c'est les fondamentaux qui guident une entreprise. Donc, c'est-à-dire que si dans 10 ans, Amazon fait plus de profit, eh bien, l'action Amazon vaudra plus dans 10 ans. C'est aussi simple que ça. Si par contre, qu'est-ce qui va se passer sur Amazon sur les 3 prochains jours? Ça, c'est pas les fondamentaux, c'est purement les êtres humains. Et ça, les traders arrivent un petit peu à comprendre, justement, les traders court terme arrivent un peu à comprendre les patterns des autres traders. Mais en gros, le marché ne fait aucun sens sur le court terme. Je veux dire, moi, je suis incapable de vous dire si demain, l'action va monter ou demain, elle va descendre. Ce que je peux à peu près être sûr, c'est par contre, sur 10 ans, voilà, je peux me dire, il y a 80% de chances que cette entreprise continue de fonctionner sur les 10 prochaines années. Et donc, je suis prêt à parier un montant. Ça ne veut pas dire que je vais parier tout mon portefeuille dessus, mais je suis prêt à parier un petit montant que cette entreprise va réussir sur les 10 prochaines années. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit en bourse, tout simplement, quoi. Et c'est comme ça finalement que sur le long terme, effectivement, on y gagne. Et que on voit, et ça c'est vraiment, moi c'est ma grande victoire. Je me suis rendu compte que dans ma vie, notamment pour être heureux, j'avais besoin de pouvoir mesurer ma progression dans tout. Dans le développement de mon business, dans mes compétences, dans mon niveau de bonheur, etc. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a fait plein de trucs géniaux, tu vois, le développement des boîtes, les voyages, les trucs. Mais je me suis rendu compte que je ne mesurais pas. Et c'est ce qui me rendait triste, parfois en dépression, parce que j'avais pas l'impression d'évoluer. Je ne me D'avoir voyais évolué. pas évoluer. Et ce qui est vraiment très, très cool, c'est que là, tu mesures, tu vois ton investissement évoluer, tu Ouais. vois ton patrimoine évoluer. J'ai fait mon calcul de patrimoine il y a quelques jours. Je ne le fais pas tous les mois parce que c'est pas très important pour moi de le faire tous les mois. Et là, je le fais tous les 2-3 mois, tu vois. Et waouh, on a fait 147% de croissance depuis la dernière fois où je l'ai fait il y a quelques mois. Et je commence à voir des chiffres où je me dis, putain, c'est pas mal quand même, tu vois. Ah, Tout c'est top. peut s'arrêter maintenant. Ça y est, j'ai réussi à construire ce patrimoine. Et ça te donne la fierté, mais aussi la confiance en toi. Et comme tu le dis, ça donne aussi la carotte. C'est-à-dire que quand tu sais ce que tu es capable de faire en investissement intelligemment ton argent, aujourd'hui, il m'arrive plein de fois, au moment où je me verse les salaires, de
je prends moins de salaire et j'en mets plus dans le compte d'investissement en me disant Ouais. allez, vas-y, je remets une petite pièce pour voir jusqu'où on peut C'est aller. les bons réflexes. Et puis, quand tu n'as pas besoin d'argent, moi, je dis souvent aux gens, si par exemple, tu touches une somme plus importante parce que tu as fait un bon lancement, parce que même un héritage ou quoi que ce soit, des fois, il y a des gens qui reçoivent des sommes importantes. C'est pour ça qu'il faut apprendre à investir dès le début parce que le jour, si tu ne sais pas comment investir cet argent et que tu reçois une grosse somme, elle va disparaître. Et donc, c'est prendre ce réflexe et se dire, allez, j'envoie, voilà, qu'est-ce que j'ai réellement besoin dans ma vie? C'est aussi être réaliste, tu vois, par rapport à ses vrais besoins. Se dire, voilà, est-ce que j'ai besoin de gagner 10 000 euros par mois? Non, en fait, peut-être qu'à 3 000 ou 4 000, je suis déjà super content et j'ai déjà tout ce qu'il me faut dans ma vie. Et donc, en effet, c'est de ne pas avoir ce lifestyle inflation, tu vois, c'est-à-dire dès que je gagne plus, je dépense plus. Alors, forcément, quand on gagne plus, on va avoir tendance à dépenser plus, mais l'idée, c'est de investir beaucoup plus que ce qu'on dépense. Donc, toujours faire en sorte de mettre le maximum d'argent de côté et le maximum d'argent que tu investis. Et ça ne veut pas dire que tu n'investis pas dans ta boîte, ça ne veut pas dire que tu n'investis pas aussi dans tes formations, etc. Mais c'est juste, tu répartis bien tes investissements et tu fais en sorte d'en avoir aussi pour le long terme pour te rassurer là-dessus. Et justement, sur ce point-là, tu vois, tu disais très bien sur le côté rassurant et le côté progression. Je pense que c'est très important. Je le dis souvent aux gens, de se concentrer plutôt sur les dividendes parce que justement, la plus-value en bourse, elle peut bouger du jour au lendemain. Sur le court terme, on n'est pas sûr. Dans 10 ans, tu auras gagné de l'argent en bourse. Et ça, c'est statistique. Je veux dire, même, je veux dire, c'est ça qui est assez incroyable. C'est-à-dire que dans à peu près tout, les paris sportifs, le trading, l'expérience de gain est négative. D'accord? C'est-à-dire que tu prends le mec moyen qui fait les paris sportifs, tu prends le mec moyen. Donc, c'est-à-dire qu'il faut déjà être meilleur que la moyenne. En bourse, l'expérience de gain est positive. D'accord? Donc, elle n'est pas incroyable parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des erreurs, qui achètent. Souvent, il y a beaucoup de gens en bourse, ils vont entendre parler de Tesla, ils vont acheter Tesla, ils vont toujours acheter le dernier truc à la mode. Donc, la performance, n'est pas incroyable. Mais même avec ce comportement-là, je crois que c'est environ 3 ou 4% de gains par an en moyenne pour l'investisseur moyen. Sachant que, bon, à nouveau, on l'a dit, le marché fait 10%. Donc, des fois, si vous êtes du genre à vouloir absolument spéculer, je vous conseillerais plutôt de partir justement sur un tracker SP500 sans vous prendre la tête. Là, moi, je vais vous montrer quelques techniques pour faire un peu mieux. Mais globalement, en effet, si vous êtes trop du genre à vouloir acheter le dernier truc à la mode qui scintille, là, vous pouvez perdre de l'argent en bourse. Mais de manière générale, c'est quand même un levier incroyable d'enrichissement. Et quand on se concentre sur les dividendes, sur le court terme, on se rassure et ça tombe un peu plus chaque mois. Et on a envie de continuer d'en mettre plus, quoi. Ce qui est vraiment fou, c'est ça. C'est t'achètes du coup donc ce qu'on a le S&P 500 qui est du coup un indice qui se base sur les 500 plus grosses boîtes américaines par exemple. Tu gagnes systématiquement 10% par an. Et tu peux discuter avec plein d'investisseurs immobiliers. Tu as des gens très doués qui vont faire des colocations, qui vont casser des murs, qui vont créer de la valeur, retaper leurs biens. Ils vont réussir à gagner 14, 15%. Putain, ils ont fait des coups de maître. La majorité des investisseurs immobiliers gagnent 4 à 5%. Et ils en ont chié. Et puis, ils ont 10 milliards de problèmes derrière. Alors que là, mathématiquement, tu as ton 10% par an. Alors, vous l'avez vu, ça fluctue, hein, d'accord? C'est des up and down. Mais grosso modo, sur le long terme, ça fait 10%. Et c'est fou. C'est fou. C'est-à-dire que demain, quand tu commences vraiment à avoir du capital, et on va pas se mentir, il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter, qui vont nous regarder, qui ont gagné de l'argent, qui ont réussi à stocker de l'argent ou qui ont des salaires ou des revenus importants parce qu'ils ont développé une activité qui fonctionne. Tout le monde peut investir, tu vois, même ceux qui n'ont pas forcément une activité, même si aujourd'hui vous n'avez pas une activité qui cartonne. Moi, je regrette de ne pas avoir investi plus tôt. J'ai démarré en 2017. Honnêtement, même quand j'étais jeune, il y avait toujours un petit peu d'argent de poche, il y avait toujours un petit peu, tu vois, il y avait des trucs, j'aurais pas eu besoin de le dépenser, j'aurais pu mettre un petit peu de côté. On a tous des trucs qui traînent dans notre maison qu'on peut revendre. Donc, il n'y a même pas besoin d'avoir un énorme business à succès. Moi, il y a plein de membres de ma formation qui ont des CDI, qui ont des salaires très normaux. Et qui s'en sortent très bien, même des étudiants qui parviennent à investir un petit peu chaque mois. Et je veux dire, le temps est en votre faveur si vous êtes jeune. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que si vous êtes vieux, normalement, vous aurez plus d'argent à investir, donc potentiellement plus de gains. Et si vous êtes jeune, vous avez le temps qui est avec vous. Et le temps, on l'a vu ensemble, les intérêts composés, c'est monstrueux. Ouais. Donc, 100 euros que vous mettez aujourd'hui, ils valent potentiellement 30, 40 000 euros pour votre retraite. Donc, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et c'est pour ça qu'il faut investir le plus tôt possible, quoi. Commencer à mettre en place cette très bonne habitude. C'est ça. Et c'est effectivement, au final, le truc, ça serait de dire, OK, mais where is the poop, comme on dit en anglais, c'est-à-dire où est l'arnaque et c'est quoi le truc? Ben non, il n'y a pas d'arnaque, c'est mettre en place de la discipline, des habitudes. C'est pas sexy, en fait. Et on va en parler parce que j'ai investi également en crypto et parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont nous écouter qui sont peut-être aussi dans la hype de tout ce qui se passe en termes d'investissement, de get rich quick, de gagner de l'argent rapidement, de devenir riche rapidement, mais c'est pas sexy. C'est mettre de l'argent tous les mois et attendre. C'est un jeu vidéo qui est cool. Moi, personnellement, je prends beaucoup de plaisir à faire les petits investissements, à investir, à regarder les graphes et tout, machin. C'est ma petite heure de gloire tous les mois, en général, quand je fais mon investissement. Par contre, effectivement,
c'est pas le casino, donc c'est pas la dopamine à 2000%. Par contre, sur le long terme, tu te vois gagner. Et ça, c'est quand même le plus important. Il y a une citation, Enzo, d'un gars, j'avais beaucoup aimé, qui disait l'investissement, ça devrait être comme regarder des fleurs séchées. Tu sais, les fleurs en train de sécher. Si tu veux vraiment, il disait, si tu veux de l'excitation, tu prends 100 € et tu vas à Las Vegas, quoi. Et c'est exactement ça. Et si vous cherchez de l'excitation, si vous cherchez c'est pas le lieu pour ça. Faut pas s'amuser avec l'argent qui est là pour notre futur. Donc on va en parler justement. On va pouvoir parler un peu des cryptos et tout. Moi, je suis vraiment pas contre le fait d'avoir un petit pourcentage de son patrimoine dans des choses plus spéculatives, de prendre un peu des paris un peu plus risqués, d'aller mettre un peu d'argent dans des boîtes qui aujourd'hui gagnent pas encore d'argent, mais tu penses qu'elles vont bien réussir dans le futur. Voilà, ce genre de paris, ok. Mais il faut pas que ça soit sur une trop grosse partie du patrimoine. C'est aussi simple que ça, quoi. Et voilà, J'ai on vu va toujours parler dans les médias. J'ai vu De tellement quelques d'entrepreneurs gars. gagner un peu d'argent et se broke comme des bites parce qu'ils ont fait des erreurs de fou, parce que le mec il s'est laissé prendre dans la hype, il était persuadé que le projet allait marcher. Là, j'en ai vu un il n'y a pas longtemps. Les gens adorent acheter des rêves, tu vois. Le truc, c'est que c'est très facile de hyper quelqu'un et de lui dire, mec, on va faire, voilà, ça va être incroyable, c'est la nouvelle révolution, etc. On va faire x100. En ce moment, c'est faire des x100 l'objectif. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, quand je présente les chiffres, moi, je les trouve incroyables et moi, ils m'ont beaucoup choqué. Mais il y a plein de gens je suis sûr, qu'ils vont dire dans les commentaires 10% par mois, 10% par an. Moi, je fais 10% par mois avec les cryptos, je fais même 100% par mois. Et c'est vrai, sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est dans tout type d'investissement, il y a un rapport de risque-rendement. C'est que, ok, tu fais 10% par mois, mais tu prends 10 fois plus de risques aussi. Et si ça se trouve, ça va s'inverser. Et là, la chute va pas être comme en bourse avec un moins 20, moins 30%, ce qui est déjà beaucoup. Là, ça va être moins 100%, quoi. Ça va disparaître du jour au lendemain. Et le problème, et ça, c'est un truc fondamental qu'il faut comprendre, c'est que il te suffit de te planter une fois sur des investissements à risque pour que ça soit fini. Ouais. C'est ça le gros problème. Et c'est un truc que moi, j'ai mis tellement de temps à comprendre. Je t'en parlais un petit peu en préambule. 1 € perdu est beaucoup plus grave qu'1 € gagné parce que du coup, tu as moins d'investissement pour le regagner. L'argent, quand tu es en bourse ou quand tu es dans une stratégie d'investissement, ton argent, c'est l'outil avec lequel tu travailles pour faire fructifier ton capital. Et donc, le mettre en risque, c'est mettre en risque ton outil de travail. C'est comme si tu jouais avec ton ordinateur et que tu n'avais plus d'ordi pour pouvoir bosser. Et on ne le ferait pas. Alors, la première règle de l'investissement, c'est de ne pas perdre de l'argent. Et la seconde règle, c'est de ne pas perdre de l'argent. Donc, c'est vraiment la première base, c'est essayer de voir dans quoi on peut investir qui est sécurisé pour notre patrimoine. Tu vois, les cryptos, donc je trouve ça intéressant sur une petite partie du patrimoine. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent à faire des bonnes performances avec. Moi, j'ai deux soucis aujourd'hui avec les cryptos. Je dirais que le premier, c'est que je pense que c'est très difficile de savoir quelle sera la crypto gagnante sur les 10 prochaines années. On en a qui se dégagent. On a le Bitcoin et l'Ethereum qui, en effet, ont pris pas mal de market cap. Mais je veux dire, je donne toujours cet exemple. En 2006, vous auriez demandé aux gens c'est quoi le réseau social dans lequel il faut investir, c'est quoi qui va cartonner, dans quoi il faut investir. Les gens vous auraient dit c'est simple, MySpace et MSN, c'est sûr. C'est ça qui va marcher. On sait ce qui s'est passé, hein, c'est-à-dire que 2 ans plus tard, Facebook est arrivé et les a littéralement explosé en plein vol. Et donc, je pense que j'ai du mal, moi, à investir dans des domaines où justement tout est encore à faire, tout est encore à prouver. Je pense que comme dans la bulle Internet, je pense qu'il va y avoir des choses incroyables qui vont se passer dans le monde de la crypto et ça va vraiment sûrement shaper notre futur. Donc, je suis d'accord avec ce discours-là. Mais je pense que justement, c'est très difficile à ce moment-là de savoir qui, dans les années 2000, a acheté Amazon, qui a acheté Google. Il y en a peut-être quelques-uns, mais je veux dire, 98% des boîtes à cette époque-là étaient à des prix complètement fous. Et oui, c'est ça. Et c'est là où il y a une part derrière. de spéculation finalement et où on est plus sur du réfléchi, sur de l'analyse, mais sur de la divination. Et vous, comme moi, malheureusement, on n'est pas doué pour ça, quoi. On n'est pas des devins, on peut pas, tu vois, on peut pas deviner. Et si ça se trouve, l'histoire, des fois, ça joue à rien. Si ça se trouve, Google n'aurait pas été Google s'il y avait eu un autre concurrent, etc. Donc, voilà, je pense que c'est très difficile de deviner qui sera le gagnant plus tard sur tous ces trucs-là. Et il y a beaucoup de choses qui se vendent très, très cher. Donc, c'est aussi difficile on pourrait se diversifier, mais c'est aussi difficile parce qu'il y a il y a des boîtes qui se vendaient beaucoup trop cher pendant la bulle Internet et vous auriez aussi perdu beaucoup d'argent en achetant ces boîtes-là. Donc ça, c'est un peu la première chose. Moi, j'attendrais d'avoir un peu plus de recul. Je préfère acheter des entreprises qui ont déjà prouvé une domination mondiale, qui sont déjà présentes et qui gagnent depuis 20, 30, 40 ans des profits. Google, aujourd'hui, 90% des gens sur la planète regardent YouTube et utilisent Google comme moteur de recherche. Aujourd'hui, il n'y a pas 90% des gens sur la planète qui utilisent du Bitcoin pour acheter des choses ou de l'Ethereum. Donc, pour moi, tant que je n'ai pas encore cette preuve de manière constante, je n'ai pas plus d'historique, j'aurais un peu plus du mal à y mettre. Donc, ça, c'est mon De toute façon, la question est simple. C'est est-ce que vous voulez mettre votre avenir financier, votre capacité à créer un empire et à devenir vraiment riche et libre
dans votre divination ou dans les boîtes qui dominent le monde. Voilà, c'est tout. Je veux dire, la question est assez simple. Hein. C'est un petit peu ça. Et je sais que c'est ennuyant d'investir dans des boîtes qui sont connues, mais ce qui se passe, c'est que quand on regarde l'historique, bah, c'est des boîtes qui continuent de fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'elles continueront de fonctionner éternellement pendant 100 ans, mais on a quand même des boîtes qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, et elles font toujours des profits. Et quand on analyse le business, on sait, elles ne s'éteindront pas en plus du jour au lendemain, c'est-à-dire que ce n'est pas une mode, hein, elles génèrent des profits, il y a vraiment, elles ont des clients fidèles depuis de nombreuses années. Donc en investissant là-dedans, on est beaucoup plus serein. Je pense aussi que parier sur la crypto, c'est aussi parier quelque part sur un effondrement du système monétaire actuel des États. Donc, c'est parier que finalement, les États vont perdre aujourd'hui, qui est un de leurs seuls leviers de puissance, qui est quand même l'impression monétaire, hein, le fait de pouvoir imprimer des billets. Donc, je ne sais pas à quoi ressemblera le monde si demain, tout le monde paye en Bitcoin. Ben, je ne sais pas, par exemple, quand on a eu la Covid, on était quand même content que l'État ait pu imprimer quelques euros pour aider les gens à qui on a dit on fermait les magasins. Si tout était en Bitcoin, qu'est-ce qui se serait passé? Enfin, moi, des fois, je me pose des questions comme ça. Tu vois, à quoi va ressembler le monde, en effet, si on a une monnaie qui ne peut pas être imprimé plus que ça, quoi. Donc après, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être une monnaie utilisée, mais voilà, il y a quand même un vrai risque. Donc moi, je serais plutôt partant sur mettre un petit pourcentage du patrimoine, rester intelligent là-dessus. C'est un pari plus risqué, donc on met un petit peu moins. Et la deuxième chose qui me gêne aussi, c'est tout simplement que, et c'est la même chose qui me gêne dans l'or, souvent les gens me demandent qu'est-ce que tu penses de l'or, qu'est-ce que tu penses des matières premières, qu'est-ce que tu penses des montres, de l'investissement dans le vin. Alors moi, je trouve que c'est des investissements cool, qui sont sympas, notamment si vous y connaissez un petit peu. Mais le souci, c'est que ce sont des choses qui ne créent pas de la valeur en elles-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, Enzo, combien, à ton avis, vaut une carte Pokémon Dracofeu? Oui. À part la spéculation autour de la carte, ça apporte rien à personne. Elle vaut ce que les gens sont prêts à payer, uniquement. C'est-à-dire que la carte ne génère pas de valeur en elle-même. Et c'est là la différence avec un bien immobilier ou une action, c'est que même si demain, personne, c'est-à-dire tous les investisseurs disent « je veux pas Apple », eh ben, Apple continue de faire des profits et de générer de l'argent. Donc, Apple a une valeur, tu vois, juste parce que l'entreprise génère déjà des profits. Et grâce à cette génération de valeur, on a un fondamental, on peut se baser, on peut se dire, voilà, Apple ne pourra pas se vendre à moins de 2 fois ses profits. C'est impossible. Parce que si Apple se vend moins de 2 fois ses profits, ben, il y aura des gens qui vont l'acheter parce qu'ils vont se dire, attends, ça veut dire que j'achète Apple, au bout de 2 ans, j'ai récupéré tout mon investissement. En plus, l'entreprise va me verser des dividendes. Enfin, tu vois, il y a une sorte de plafond, de barrière limite aux entreprises. Et moi, je trouve ça intéressant. Et c'est pour ça qu'on peut investir de manière… J'arrive à investir beaucoup plus de capital dans les entreprises parce que je me dis, voilà, à moins que les profits disparaissent, cette entreprise a de la valeur de manière intrinsèque et pas juste extrinsèque. C'est-à-dire que même si d'autres investisseurs à un moment se disent, bon, bah, cette action n'est pas intéressante, moi, je regarde l'entreprise et je vois qu'elle continue de faire des profits, donc elle m'intéresse. Bon, dans tous les cas, il y a quelque chose de très Warren Buffett derrière tout ça, l'investisseur le plus riche du monde. Ça reste effectivement je veux dire, qui marche. Quoi. Tu le dis souvent toi-même, il faut copier ce qui fonctionne. Et je veux dire, si vous souhaitez vous enrichir, qu'est-ce que vous allez voir? Tout simplement les gens qui se sont le plus enrichis sur cette planète. Et je vais… attends, on va taper top net worth. Individuals. Voilà, Forbes billionnaire. Et vous allez voir, ce sont tous des propriétaires d'entreprises. Et donc, ce n'est pas des gens qui sont enrichis grâce aux cryptos, ce n'est pas des gens qui sont enrichis grâce à l'immobilier. Jeff Bezos, donc vous pouvez investir avec lui, c'est Amazon. Elon Musk, Tesla, vous pouvez investir. Bernard Arnault, LVMH, le petit français, regardez, 3e, donc vous pouvez investir. Bill Gates, Microsoft, vous pouvez investir. Il est monté, Bernard Arnault. Et ouais, il performe pas mal. Hein. Zuckerberg, Facebook, vous pouvez investir. Voilà, Larry Ellison, c'est Oracle. Franchement, sur les 10 premiers, vous avez que des gens qui ont des boîtes. Et ici, vous avez Warren Buffett, c'est quand même un exemple, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a même pas créé sa propre société. C'est juste quelqu'un qui a racheté les sociétés. Donc, c'est la preuve que juste en étant investisseur, purement un investisseur, on peut se retrouver avec 96 milliards de patrimoine. Donc, c'est la preuve que voilà, ça marche depuis des centaines d'années. C'est la chose la plus… voilà, investir dans des actions, c'est obtenir des parts d'une entreprise. Et tant que l'entreprise apporte de la valeur et qu'elle obtient des clients, eh ben, vous allez gagner vous aussi de l'argent avec. C'est aussi simple que ça. Et donc, quand on voit ça, eh ben, on comprend qu'il faut être actionnaire, tout simplement. Alors, les bonnes habitudes, prendre la bonne vision, le bon état d'esprit, investir son argent, ok. Mais du coup, raconte-nous sur quoi est-ce qu'on doit investir, qu'est-ce qu'on doit acheter, comment ça fonctionne, quels sont les trucs à ne pas faire. Raconte un peu par quoi tu es passé. Ouais, je dirais fait des grosses erreurs d'ailleurs. Tu as fait des grosses erreurs, tu t'es planté. Ouais, justement, je dirais qu'il y a 3 grosses erreurs, tu vois, que j'ai pu faire durant mon parcours d'investisseur en bourse. Et vraiment, si vous évitez ces 3 erreurs-là, pour moi, c'est garanti, le succès est vraiment garanti. Donc, je les ai notées ici. Vous pouvez vraiment les retenir. La première, c'est la qualité.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire la qualité? C'est toujours essayer d'acheter des entreprises de qualité. Alors, comment je définis la qualité d'une entreprise? C'est très simple. C'est une entreprise qui est capable de générer des profits de manière stable au fur et à mesure du temps. Donc, si je vous ai mis 2 exemples, on a Air France à gauche et Johnson & Johnson à droite. Donc, c'est très simple. Vous voyez, c'est très clair. Je vous le mets un peu plus en grand ici. Je vais enlever juste ici le prix. Donc, la courbe orange ici, c'est les profits d'entreprise. On voit que Air France ne va nulle part. C'est-à-dire que, OK, en 2005, elle a commencé à gagner un peu plus d'argent, 2006, 2008, et là, voilà, plus rien. Donc, on voit que peut-être l'entreprise va se retrouver à faire un peu de profit en 2023, mais on voit qu'on a des énormes trous où, en fait, l'entreprise, tout simplement, était négative. On voit ici, en fait, l'EPS, donc c'est tout simplement les profits par les actions. Et donc, on voit que Air France est à moins 6,29 en 2010, moins 2,99 en 2011. Donc, évidemment, vous ne voulez pas investir dans cette société. Systématiquement. Exactement. Et si on met le prix et sur le graphique, vous allez voir, c'est magique. Les États, elle est soutenue par des gens qui foutent de la thune dedans. C'est ça. C'est-à-dire que ce n'est pas les actionnaires, en effet, qui vont soutenir cette entreprise. Et vous voyez, en effet, que la courbe noire, en fait, de manière générale, va toujours suivre le prix. Donc, on peut avoir des moments, des décorrélations, mais de manière générale, les profits guident, en fait, sur le long terme, la courbe du prix. C'est pour ça que, en fait, il suffit d'acheter une entreprise qui va gagner plus de profits à un prix juste pour que bénéficier à fond de sa croissance. Donc, en effet, vous voyez qu'ici, en 2005, Air France a commencé à annoncer des meilleurs résultats. Et donc, hop, l'action est montée. Sauf que derrière, les résultats sont explosés et donc l'action est complètement descendue. Et évidemment, si vous aviez acheté un petit peu comme mon père au pic d'Air France où tout le monde disait c'est génial, là, évidemment, la bourse vous fait perdre de l'argent. Là, vous auriez perdu moins 14% par an. Vous auriez perdu 88% de votre somme. Ça, c'est parce que vous n'aviez pas sélectionné une entreprise de qualité, c'est-à-dire une entreprise qui avait montré un bon historique de capacité à justement verser des dividendes. Et si je vous montre ici l'exemple complètement contraire de Johnson & Johnson, vous voyez une énorme stabilité dans les revenus. Chaque année, on gagne un petit peu plus, 10%, 2%, 3%, 5%, 2%. C'est pas énorme, mais c'est vraiment hyper régulier. Vous voyez qu'on est en moyenne à 8,48% sur la période ici d'augmentation des profits. Et donc, quand on a ce genre d'entreprise, OK, c'est un premier bon signe. Évidemment, ce n'est pas le seul critère que je regarde, mais vraiment, c'est pour moi le plus important. Si vous souhaitez acheter une entreprise et que gagner de l'argent avec, tout simplement, il faut qu'elle fasse des profits et qu'elle en fasse de plus en plus, puisqu'elle va vous verser une partie. Vous voyez, je vais mettre juste ici la courbe du dividende. Vous voyez que ce qui est au-dessus, c'est ce que l'entreprise va garder pour elle. Donc, toute la partie verte, c'est les profits. Ce qui est en dessous de cette courbe, c'est ce qu'elle va vous verser en dividende. Et donc, on voit que Johnson & Johnson, par exemple, en 2019, a versé 43% de ses dividendes. Donc, en fait, cette partie-là, elle a été versée en dividende et celle-ci, elle l'a gardée pour continuer, évidemment, de se développer. Donc, à ses actionnaires, quoi. Elle envoie tout cet argent-là à ses actionnaires. Exactement. Et si vous voyez ici, on va en performance et qu'on regarde justement combien on aurait gagné avec Johnson & Johnson si on avait investi $10 000, vous voyez qu'on aurait gagné $8 000 de dividendes, on aurait fait $30 000 de gains, ce qui faisait environ 5,5%. Donc, en tout, on aurait gagné environ 6,8% en investissant dans l'action. Donc, 6,8%, on est un peu en dessous des 10%. Et pourquoi on est un peu en dessous des 10% ? Parce que vous voyez que là, on considère qu'on a acheté l'action au tout début. Et vous voyez, le souci, et ça va m'emmener justement au point 2. Donc, premier point, je vous l'ai dit, vraiment une entreprise de qualité. Mais il faut toujours essayer de la payer à un prix qui fait sens. Et ici, vous voyez qu'en 2001, vous étiez quand même à 27 fois les profits de Johnson & Johnson. Donc, ça veut dire que c'est un petit peu comme si vous rachetiez un e-commerce. Le gars vous dit, je fais 10 000 euros de bénéfices par an. Et 27 fois 10 000, c'est-à-dire que vous lui achetez 270 000, quoi. Ça fait un peu cher. Ça fait un peu cher le site. Hein. Ouais. Ça fait un peu cher le site. Alors, en effet, c'est une boîte qui est grosse, etc. Mais voilà, vous voyez, de manière générale, en fait, on était bien au-dessus de ce multiple de 15. On va en parler, mais généralement, un bon multiple en bourse, c'est un multiple de 15. Et donc, en effet, si vous aviez acheté Johnson & Johnson en 2001, malheureusement, jusqu'en 2011, vous voyez, vous auriez presque pas gagné d'argent. Alors, vous en aurez gagné un peu. Vous auriez fait 3% par an grâce aux dividendes, notamment, qui a continué d'être versé. Mais vous voyez que vous n'aurez pas gagné d'argent parce que vous aviez acheté trop cher, c'est-à-dire un prix qui était un multiple des bénéfices qui était trop élevé. Et donc, on voit que l'entreprise a continué de faire de la croissance sur cette période, mais que finalement, vu que son multiple s'est abaissé, on est passé donc ici d'un multiple d'environ 30 à un multiple juste ici de 12, eh bien, du coup, on perd de l'argent. Donc, c'est aussi simple que ça. Le meilleur moment de l'acheter, c'était là, quoi. C'était à 12 et quelques. Exactement. Si vous aviez acheté un petit peu comme Warren Buffett le fait quand l'action était à un multiple beaucoup plus intéressant, de 12, de 13. Alors, on va pas faire le gars, on va pas faire genre, vous l'avez acheté ici, évidemment. On peut pas timer le marché, on peut pas savoir exactement. Mais juste, si vous l'avez acheté même un peu haut, voilà, par exemple à 13 ici, on regarde aujourd'hui, voilà, vous avez fait les fameux 10% par an. Donc voilà, simplement en achetant une entreprise de qualité à un prix juste et en la gardant sur le long terme. Évidemment, à nouveau. D'accord, donc il faut quand même faire attention au prix d'achat, pas acheter n'importe quand. Exactement. Donc je l'ai dit, la première, c'est la qualité et la deuxième, évidemment, c'est le prix juste. Et là-dessus, j'ai un exemple qui est incroyable. Pour moi, c'est le meilleur exemple du problème justement des bulles. Ici, vous avez Cisco, qui est une entreprise informatique qui a vraiment buzzé, tu vois, pendant la dot-com bubble, donc pendant la bulle Internet des années 2000. Et
regardez-moi ça quand je mets le prix sur le graphique. Donc déjà, première chose oui. que vous devez constater, c'est qu'évidemment, l'entreprise a eu une performance incroyable. Donc c'est-à-dire que les gens qui disaient, comme aujourd'hui les gens qui disent le Bitcoin va cartonner, Cisco, les gens qui disaient Cisco va cartonner, ils avaient raison. Ils avaient raison. L'entreprise a fait 8,77% de croissance par an. Donc, c'est excellent. Vous voyez, on a quelques années de baisse, notamment en 2008, mais globalement, on a des profits qui ont explosé, d'accord? Mais le problème, c'est que si Donc, vous bonne payez boîte. ces profits, donc Bonne très boîte. bonne boîte, très bonne boîte. Le problème, c'est combien elle se vendait en 2000? Attention, ça tombe bien, 132 fois ses profits. Donc, on était à 132 fois ses profits. Et il y a quand même des investisseurs qui ont dit non, mais ça vaut le coup parce que c'est une entreprise du futur. Et pour moi, c'est un peu ce qui se passe Ça peut être avec... aussi, par exemple, un peu ce qu'on voit en ce moment en mode Tesla qui se vend à des prix de Exactement. ouf. Exactement. Et le C'est la prix même serait chose. peut-être trop décorrélé de la réalité. Le prix est trop décorrélé de la réalité. Alors après, on peut jamais savoir. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ouais, Tesla, aujourd'hui, ça se vend 200 fois ses profits. Mais si ça se trouve, l'entreprise va faire un carton énorme. Le problème, c'est qu'on prend un risque. C'est-à-dire qu'on n'a pas de sécurité. S'il se passe le moindre chose qui n'était pas censé se passer comme prévu, on peut se retrouver à perdre de l'argent. Et même dans le cas de Cisco, c'est un très bon exemple. Vous voyez que l'action, si vous l'aviez acheté en 2000 au pic, vous l'auriez payé 68 $. L'action aujourd'hui vaut 55 $. C'est-à-dire que 20 ans plus tard, vous n'auriez pas récupéré votre investissement, vous auriez perdu de l'argent. 20 ans. Hein. Pendant ce temps-là, le SP500 a fait une performance incroyable. Donc, il faut bien comprendre. Et simplement, vous auriez attendu un petit peu. Vous auriez, alors peut-être pas en 2008, allez, on va dire juste ici, en 2010, à un prix voilà, qui faisait sens. Même, allez, on va être sympa, on va se mettre un petit peu au-dessus. Voilà, Cisco, vous dites, allez, je vais l'acheter un petit peu au-dessus. Alors, juste ici, vous auriez quand même de nouveau fait 8% par an, même si vous l'aviez acheté un petit peu cher, voilà, à environ 14 donc, fois il faut ses bénéfices. respecter quoi, ces règles de multiplicateurs de bénéfices et il faut connaître un peu ça. Quoi. Exactement. C'est simple en fait. C'est-à-dire que demain, en fait, c'est vraiment du bon sens. C'est-à-dire que si par exemple, demain, Enzo, je te dis, j'ai une maison, voilà, c'est une super maison, voilà, il y a 3 chambres, elle est au bord de la mer et elle coûte 50 millions d'euros. J'adore ta maison, mais non merci. Quoi. Non merci. C'est parce que voilà. Et d'ailleurs, en immobilier, on peut complètement faire cet exercice en immobilier, c'est se dire, OK, cet appart vaut 100 000 euros, je peux le louer combien je peux gagner par an? Donc, imaginons un appart, je peux gagner donc 1 000 euros de loyer par an, j'estime, en comptant aussi les gens qui ne sont pas là. Si je l'achète 10 000, donc c'est un exemple évidemment qu'on n'a pas du tout en immobilier à l'heure actuelle, mais c'est pour montrer, on obtient 10%, c'est-à-dire qu'on a un PER de 10, c'est-à-dire qu'on paye 10 fois les bénéfices du bien immobilier. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire 10 fois, au bout de 10 ans, on a en quelque sorte remboursé notre investissement simplement avec le loyer. Donc, en plus, on a la plus-value. Et donc, c'est exactement pareil en bourse. On va regarder les profits de l'entreprise et on va essayer de payer un prix qui fait sens. C'est-à-dire pas un prix complètement délirant. Et ici, tu vois, je t'ai mis des petits exemples. Simplement, ce qu'on va faire, en fait, la seule chose on va changer un petit peu en fonction des entreprises, c'est qu'évidemment, plus les entreprises prévoient de faire de la croissance, c'est-à-dire si vous rachetez un e-commerce, par exemple, à quelqu'un, mais que vous voyez que c'est une niche qui marche très fort et vous pensez que vous pouvez augmenter évidemment ces profits-là de 15% tous les ans pendant plusieurs années, évidemment, vous allez être prêt à payer les profits plus chers. Et donc là, vous voyez un exemple qui a notamment été établi par Warren Buffett et Benjamin Graham, qui était un petit peu son mentor. Benjamin Graham disait qu'une grosse entreprise qui ne fait plus de croissance, donc il y a juste des profits stables, elle vaudrait un PER de 7, donc on paierait 7 fois ses profits annuels. Voilà, c'est un ordre d'idée, donc évidemment, vous ne paierez pas toujours ce prix-là, mais globalement, c'est vraiment quelque chose que je regarde souvent et j'essaye souvent de payer un prix qui fait sens. Donc une entreprise qui fait par exemple 15% de croissance annuelle, je vais essayer de la payer à un multiple de 17,5. Et vous voyez, c'est assez facile, c'est-à-dire que je peux aller, par exemple, ici sur Cisco, je vois que Cisco a fait en moyenne 8% par an de croissance. Je peux regarder ici assez facilement que les analystes prévoient 5% de croissance future. Donc, je peux me dire, allez, Cisco, on va dire entre 5 et 8. Allez, on va dire par exemple 13. Allez, on va dire 13, un PER de 13. Donc, simplement, je vais me placer ici sur Cisco. Je vais ici venir mettre mon PER, par exemple, de 13. Donc, vous voyez, ça va me tracer une ligne un peu en dessous, voilà, une ligne rose un peu en dessous de la courbe orange. Et donc, je peux voir qu'aujourd'hui, le prix, voilà, il était intéressant pendant la Covid, il était intéressant encore un peu là, mais on voit qu'ici, on est quand même beaucoup trop monté. Et donc, c'est pas forcément un bon moment pour acheter Cisco. Et donc, l'idée, c'est de garder tes graphes et le jour où le prix descend, poum, t'achètes. Ou tu te dis, je vais acheter ça, quoi. Exactement. Donc ensuite, l'idée, c'est d'aller ici on peut calculer ici, par exemple, dans forecasting, on peut placer nos estimates, donc environ combien l'entreprise va faire. Donc moi, j'ai tout un système comme ça pour établir les bons chiffres des entreprises et aller chercher les plus qualitatives. Et on peut tracer notre courbe et voir à peu près combien on peut espérer gagner. Et évidemment, l'idée, c'est d'avoir ce que tous les investisseurs appellent la marge de sécurité, c'est-à-dire
que le prix soit tellement faible par rapport au profit que même si tout ne se passe pas correctement, c'est-à-dire que parce que bien sûr, on n'est pas garanti que cette entreprise fait du profit. Mais vous comprenez bien, quand vous achetez Cisco, c'est la bonne affaire, quoi. C'est faire la bonne affaire exactement. en immobilier, quoi. Ouais. Exactement. Quand vous achetez Cisco 11 fois les profits, bon, vous savez que Cisco va quand même rester une entreprise stable et faire pas mal de croissance. Donc, globalement, en faisant une bonne affaire, en achetant pas cher, vous êtes très bien. Vous n'avez pas besoin de faire tout le temps des bonnes affaires. Il y a 1 an ou 2, l'action Renault ou l'action Volkswagen, je sais plus, était descendue de ouf. Il y avait eu un énorme scandale. Et en gros, c'était ça. C'était que, oui, tu peux acheter là. Dans tous les cas, Renault descendra jamais plus bas ou un truc comme ça. Ou... C'était tellement loin des fondamentaux. Il y avait eu une grosse opération, je crois, non? Ça te dit quelque chose? Comme ça me dit rien. Après, Renault, moi, le problème, c'est le point 1, je pense, c'est la qualité. Je ne sais pas si on l'aura sur Facegraph parce qu'on n'a pas des fois toutes les entreprises françaises, mais il y a beaucoup d'entreprises françaises, malheureusement. C'est PSA, je crois, qui n'ont pas des profits très stables. Voilà, tu vois, Renault, on est de nouveau sur Air France. C'est dégueulasse. Donc, moi, j'investis pas dans ça parce que même regardez les dividendes. C'est-à-dire qu'un coup, vous êtes payé en dividende, puis tout à coup, le dividende est baissé. Vous pouvez d'ailleurs aller voir, on peut voir le dividende. Ah oui, c'est incroyable quand même la santé du graphe d'une boîte à l'autre. Hein. Oh putain. Voilà. Donc, et d'un coup d'œil, vous pouvez voir, grâce à cet outil, par exemple, vous pouvez voir d'un seul coup d'œil qu'est-ce qui va pas. Et on voit que, regarde, c'est exactement pareil. Les profits chutent, l'action chute. Les profits remontent. Ah, Renault, ça va être génial. Hop, les profits chutent. Bon, évidemment, là, c'est moins remonté parce qu'il y a quand même des investisseurs qui ont dû se dire, à mon avis, vu ce qu'ils nous ont fait en 2007, ça va être pareil, ça va pas être incroyable. Et donc là, on est vraiment sur des secteurs très cycliques, l'automobile, et où il n'y a pas vraiment d'avantage compétitif. Donc moi, c'est très important d'aller chercher des boîtes qui, justement, ont un avantage compétitif, c'est-à-dire qui arrivent à générer de manière très stable des profits. Et je vous rassure, même si toutes les boîtes ne font pas partie de ce club-là, il y en a. Malheureusement, en France, il y a beaucoup d'entreprises comme ça, un peu zombies, qui sont très cycliques et font des profits une année sur deux. Mais il y a aussi plein d'excellentes boîtes qu'on peut aller trouver, notamment beaucoup aux US. Donc c'est ça que je fais un petit peu, c'est que je vais chercher ce genre de boîtes. Tu investis majoritairement aux États-Unis, toi? Ouais, j'investis majoritairement aux États-Unis parce que je trouve que c'est globalement, d'ailleurs en historique, c'est le marché qui a le mieux performé sur les 100 dernières années. Et quand on compare, voilà, même des trackers, donc le CAC 40, les 500, l'Eurostock 500, etc. Globalement, c'est un pays, en fait, je pense que c'est fondamentalement. Alors, il y en a certains qui argumentent en disant oui, ben là, pour l'instant, ils ont gagné, mais peut-être que plus tard, etc. Moi, je pense que fondamentalement, ce qui fait la puissance des États-Unis, peut-être aujourd'hui un petit peu la Chine aussi en train d'attraper, mais c'est vraiment cette mentalité d'entrepreneur qu'on n'a pas forcément en France. Où en France, il y a beaucoup de jeux politiques au niveau des entreprises qui font que le jour où elles font trop de profits, on leur dit stop. Les dividendes, par exemple, ont été coupés pour des raisons politiques. Il y a pas mal d'entreprises qui ont dû couper leurs dividendes purement pour des raisons politiques en France à cause de la Covid. Ça ne s'est pas du tout passé aux États-Unis. Donc voilà, de manière générale, je ne vais pas investir qu'aux États-Unis. Plus stable, quoi, plus rassurant, quoi. C'est ça. De manière générale, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que les États-Unis, c'est environ 60% de la capitalisation boursière mondiale de toutes les actions. Donc, c'est à peu près ce que je vais avoir sur mon portefeuille. Je vais avoir 60, 70, 80% des États-Unis et le 20% dans les restes du monde. Donc, voilà, de la Suisse, de la Chine. Voilà, moi, je me suis fait un kiff à acheter un petit peu la Chine parce que du coup, dans l'e-commerce, etc., ça a du sens aussi. Et alors, vous vous doutez bien que je ne fais pas mes petits graphes comme ça et que je ne m'amuse pas à aller chercher des informations. Déjà, je n'ai pas la passion, je n'ai pas le temps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est créer ces revenus passifs, c'est créer cette stabilité financière, c'est de voir l'évolution de mon patrimoine, mais bien évidemment pas d'aller étudier et puis d'aller regarder en 2007 ce qu'ils ont fait, tout ça. Et donc, du coup, c'est là où effectivement, je me suis mis à travailler avec Roman, qui a mis, en plus d'avoir mis sa méthode, sa vision et de la partager à travers sa chaîne YouTube, bien évidemment, mais également à travers une formation en ligne, c'est tout simplement comme un tipster. Il vous donne les informations, il vous envoie le tutoriel et moi, bêtement, j'ouvre mes deux écrans, la vidéo, le site de l'autre côté et je réplique exactement ce que Roman m'a dit de faire. Du coup, raconte-nous un petit peu cet accompagnement et comment ça fonctionne. Ouais, ce que je voulais juste, tu vois, terminer, Enzo, parce que du coup, j'en ai fait que deux. Donc, on a dit la qualité, on a dit le prix juste. Donc, voilà, acheter des entreprises qui augmentent leurs profits, les acheter à un prix qui fait sens. Et enfin, la dernière chose qu'il faut faire bien attention, c'est de garder ces entreprises sur le long terme. Je me suis gardé ce petit tableau d'entreprises que j'ai vendues. Tu vois, c'est la mort complète. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez Oracle que j'ai vendu. J'ai fait 2% de profit. Aujourd'hui, je la vendrai, je ferai 76% de profit. Donc, j'ai perdu $9 000.
Enfin, si je la vendais aujourd'hui, j'aurais fait Ah 9 oui, 000 $ sur d'accord. mes C'est 5 000 $ investis. les coûts, entre guillemets, où tu t'es peut-être C'est planté, où tu as pris les mauvaises décisions. exactement, c'est des entreprises que j'ai vendues alors que j'aurais pas dû. Donc ça, c'est classique, c'est que à un moment dans notre carrière d'investisseur, on va se dire ah mais en fait cette entreprise, je sais pas, j'ai lu un mauvais avis dessus ou X ou Y. On va se dire ah ouais mais machin, mais en fait peut-être que non, en fait c'était des très bonnes entreprises. Les fondamentaux étaient solides et c'est ça qu'il faut bien comprendre en bourse, c'est que dans 90% des cas, l'entreprise va continuer de faire des bons résultats et donc il y a aucune raison de vendre. Et donc le but c'est de garder sur le long terme, garder pendant 10 ans. Et même si voilà l'entreprise perd à un moment parce que X ou Y, il faut la garder sur le long terme. Et c'est comme ça que vous obtiendrez les bonnes performances. Et moi, je me garde un petit peu ça en souvenir. Tu vois, toutes les entreprises que j'ai vendues un peu bêtement, que j'aurais pas dû vendre. Voilà, Disney aujourd'hui, mes 5 000 $, ils vaudraient 8 000, plus les dividendes, etc. Donc voilà, je me garde ça en mémoire. Et désormais, vous voyez, je l'ai mis juste ici. Je traque même le nombre de jours qui se sont écoulés depuis que j'ai acheté l'action. Ici, le but, c'est d'atteindre les 10 ans. Vous voyez que j'ai fait 32% pour l'instant des 10 ans avec Kimberly-Clark que j'ai acheté en 2018. Donc, vous voyez que c'est une action qui m'a fait 30% de performance. Donc, c'est pas forcément énorme, mais on est quand même à 9% par an. C'est pas mal du tout. Plus 274 € de dividendes. Donc, en plus, je reçois mes dividendes. Donc, je suis bien content. C'est quand même 8% de ce que j'ai mis dans l'action qui m'a été versé en dividendes en net en tout sur cet achat, donc d'environ 3 500 $. Et vous voyez qu'on a aussi des énormes performances. On a Lowe's ici où j'ai fait 134%. Donc, j'ai reçu 206 $, 4% qui m'a été payé en dividende. Donc, ça fait environ une performance 56% par an. UPS, pareil, 45% par an. Donc, en plus d'avoir des entreprises qui font 10% par an, en allant sélectionner vraiment les entreprises les moins chères, vous pouvez faire des performances bien meilleures que ces fameux 10%. Oui, puis sans avoir à investir dans des trucs à cogner au bataillon, quoi. Je veux dire, UPS, c'est énorme. Ça. UPS, c'est énorme. Et vous voyez qu'ici, ici, on a des entreprises voilà, qui ont fait un peu moins bien que le marché, 8-9% par an. Mais ici, on a fait 56, ici, on a fait 24. Donc, voilà, en allant chercher quelques actions, on peut prendre des paris qui sont vraiment très intéressants. Et ce que je voulais montrer, tu vois, par rapport au SP500, globalement, c'est ce que je disais. Hein, si vous deviez investir, vous voulez vraiment pas vous prendre la tête et investir dans quelque chose de simple, vous pouvez acheter le tracker SP500 des 500 plus grandes entreprises américaines. Vous voyez la performance ici des 500 plus grandes entreprises américaines. Donc, c'est hyper intéressant. Vous voyez que ici, on a eu la fameuse dot-com bubble. Donc, on a les profits qui ont perdu quand même 31%. Ici, on a la fameuse crise de 2008, la crise financière avec la chute de Lehman Brothers. Et ici, on a la fameuse Covid. Et vous voyez que malgré toutes ces crises qui à chaque fois font paniquer, tout le monde dit c'est la fin du monde, vous voyez que globalement, le marché a continué de monter. On est environ à 6,35% d'augmentation des profits par an. Et donc, si vous achetez ça, vous voyez que le prix a globalement suivi. Hein, c'est-à-dire qu'ici, à dot-com bubble, on était à 26 fois les profits, donc on était un peu cher. Et donc, vous voyez, pendant 10 ans, ça n'a pas beaucoup bougé en fait parce qu'on était trop cher. Ensuite, on a eu l'écroulement en 2008 et là, c'était très, très intéressant d'acheter le SP500 parce qu'on était à un PER de 10. Donc, c'était très intéressant. Hein, comme voilà, on est à 5 points en dessous de ce qu'il fallait. Pendant toute cette période-là, c'était aussi très intéressant d'acheter le SP500. Et vous voyez, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est quand même sur un PER très élevé. On est vraiment au-dessus. On n'a jamais été presque sauf pendant la dot-com bubble. Voilà, on était à 28 de PER. Aujourd'hui, on est à 23 de PER. Donc, on est quand même très élevé. Et la dernière fois que le SP500 a été aussi élevé, malheureusement, il y a eu 10 ans où il ne s'est pas passé grand-chose. Voilà, sur 10 ans, là, tu vois… 4% de gain, ce qui n'est pas énorme, sachant qu'en plus, si on prend en compte voilà, la crise de 2008, c'est même peut-être un peu moins que ça, 2,5%. Tu vois. Donc, à nouveau, positionner son achat de manière intelligente, même quand on achète des trackers, pour moi, c'est intéressant. Et je trouve qu'il y a trop de gens, malheureusement, qui achètent des trackers sans réfléchir en se disant voilà, j'achète des trackers, j'achète les grandes entreprises. Moi, je pense que ça va marcher, quoi. Mais là, en ce moment, le prix serait trop cher pour toi. Moi, c'est ça qui m'a fait prendre la décision aussi parce que, comme je voulais un truc un peu automatique, que j'ai rien à faire, que je clique et je m'en occupe pas, le tracker et l'SP500 est pour moi une bonne solution. Et quand j'ai vu cette explication-là que tu donnes avec oui, c'est sûr, et la bourse gagne, donc tu vas gagner, mais attention, si tu l'achètes en ce moment, le multiplicateur est trop élevé. Le multiplicateur est trop élevé et donc du coup, tu as acheté ta maison trop cher. Et donc, c'est ça. Et donc, tu vas mettre un peu de temps. Et ça, attention, je ne suis pas en train de dire que le SP500 n'est pas un bon investissement. Ça reste un bon investissement. C'est 500 plus grandes entreprises. Vous allez avoir du Microsoft, vous allez avoir du Apple, vous allez avoir vraiment des entreprises de qualité. Mais le souci, c'est que par rapport au prix actuel, hein, si on rebat sur l'historique, vous voyez que sur les 5 prochaines années, vous risquez, s'il y a un retour au multiple, de ne faire que 1,82% de performance par an, ce qui est quand même beaucoup en dessous de ce qu'on a l'habitude. Donc voilà, moi, je m'inquiète un petit peu de cette surévaluation. Je trouve ça dommage parce qu'avec le Covid, on était en train de retourner justement vers cette barre orange qui est quand même une barre plus juste. Et donc, en fait, il y a deux possibilités, tu vois, Enzo. C'est simple. Soit les profits vont vraiment augmenter très vite et dans ce cas-là, finalement, le prix qui semblait cher aujourd'hui ne sera pas cher demain hein, parce qu'il y a des gens… ça va s'équilibrer, quoi, à ce niveau-là. Voilà, il y a des gens aussi à 17, ils se disaient c'est trop cher et en fait, il aurait mieux fait d'investir, tu vois. Donc, c'est aussi, voilà, c'est calibrer et savoir ce qui est possible. Ou alors, il va y avoir une chute probable, du prix, quoi.
Ouais. Et ou ce qui est sûrement probable, c'est que les profits vont, voilà, la courbe de prix va devoir stagner ou descendre fortement. Souvent, il y a des chutes assez fortes. Hein, on le voit ici, par exemple, ici avec la bulle Internet. Donc, c'est souvent ce qui se passe. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien aller justement repérer des actions qui sont à des prix plus justes, des actions de qualité qui se vendent voilà, à des prix plus intéressants. Ici, je vous ai mis quelques exemples voilà, de performances que j'ai pu avoir. Je vous disais Lowe's, je l'ai acheté à 94 $. Aujourd'hui, elle vaut 216 $. Donc, on peut faire vraiment des performances incroyables. Et surtout, ce qui est hallucinant, c'est que je touche 3,38% de rendement de dividende avec cette action. Si vous l'achetez aujourd'hui, vous ne touchez que 1,48%. Donc, on a ce truc incroyable où si on achète l'action à un prix intéressant, on a aussi un dividende du coup qui est plus gros. Vous voyez que je touche donc grâce à ces 5 000 $, 176 $ de dividendes qui sont répartis donc sur les 4 mois de l'année, février, mai, août, novembre. On voit que c'est un dividende ici qui est noté très sécurisé. Il a été augmenté en moyenne de 17% sur les 5 dernières années, ce qui est évidemment énorme. Hein. C'est-à-dire que là, on n'est pas à 7 ou 9%, on est à 17%. Et c'est un dividende qui est versé depuis 58 ans, augmenté depuis 58 ans. Donc, on a aussi un énorme historique. Voilà, c'est ce genre d'entreprise que je vais essayer d'aller chercher, tu vois, qui sont d'une qualité un peu meilleure. C'est une stratégie bon père de famille, mais on va chercher 10% minimum, quoi. C'est ça. On va chercher un petit peu des entreprises qui se vendent à des prix plus justes et qui sont d'une qualité exemplaire. Et en s'en achetant une dizaine un petit peu d'entreprises différentes, on finit par obtenir quelque chose de très, très bon, quoi. Super. Et donc, du coup, parle-nous de ton service que je suis et qui, du coup, effectivement, permet de se lancer sans avoir à faire tout staff et d'analyse et d'apprentissage et de formation. C'est ça. En fait, je suis environ 300 entreprises et à chaque fois, je vais aller noter, je vais aller analyser quelles sont les plus intéressantes. Donc, en fait, on mettra un lien en dessous de la méthode Trident. Vous aurez vraiment toute une présentation. Donc, en fait, dans cette méthode, j'ai vraiment mis tout ce que je voulais savoir, tout ce que j'ai appris en fait sur ces 4 ans, 5 ans d'investissement. Voilà, c'est vraiment un passion depuis 5 ans. Je mange, je dors là-dessus, mais en effet, tout le monde n'a pas envie de faire ça. Et je distille vraiment l'essentiel. Donc, j'explique un petit peu. Il y a une formation Trident qui explique un petit peu justement comment vous pouvez aller chercher de l'argent pour investir un maximum, comment au maximum protéger votre argent, comment on va trouver les meilleures actions à dividendes, quels sont les critères que j'utilise pour justement définir les actions de qualité. Ensuite, dernière semaine, on va concrètement ouvrir les comptes et passer à l'action. Je vous parlerai un petit peu des enveloppes fiscales, de la fiscalité. Ça, c'est des choses qui bloquent pas mal de gens, alors qu'en fait, c'est assez simple. Pareil, les courtiers en ligne, quel courtier il faut choisir, ça va très vite. En 2-3 clics, on peut ouvrir son compte et commencer concrètement à investir. Et ensuite, vous recevrez la sélection Trident. En fait, chaque mois et chaque semaine, je vous envoie des analyses d'actions qui sont très détaillées. Donc, bougez pas, je vais vous montrer le dividende, le Mac est en train de tomber un peu en rade. Je vais peut-être aller lui mettre un petit coup de charge. Juste ici, vous avez toutes les vidéos de la formation. Donc voilà, vous avez vraiment le détail de toutes les semaines. Et vous avez aussi accès donc, à la section Trident qui sont des entreprises. Donc par exemple, je vous recommande Johnson & Johnson. Et vous avez une vidéo de 20 minutes où je vous explique vraiment tout le business model de l'entreprise. Donc voilà, pas 20 minutes, je crois que c'est 10 minutes où je vous explique vraiment pourquoi l'entreprise est intéressante en ce moment, qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi son business. Vous avez la description juste en dessous avec ses ventes, les avantages, la répartition, etc. Donc en fait, ça vous fait gagner énormément de temps. Vous n'avez pas besoin de creuser, de chercher par vous-même l'entreprise. Ici, je vous la présente complètement en détail et je vous explique tout ce qui est à savoir dessus. Est-ce que Enzo, tu peux je pense que ça m'a. Ouais. Je vais recharger. Tu sais, le Mac. Ça t'enlève la culpabilité en fait, je pense. Le truc, c'est qu'effectivement, tu as envie quand même de savoir un peu dans quoi tu mets ton argent, tu as envie de comprendre, de te voir évoluer, de te voir te former et d'avoir quand même une connaissance en sortie. Et si on te pose la question de dire, ah bah oui, moi j'ai investi là-dedans parce que c'est smart, parce que les résultats sont bons, parce que la société se développe et tout. Et en même temps, tu n'as pas envie de faire le travail d'études, de formation, d'aller chercher toutes les connaissances. Et effectivement, moi j'avoue que au début, on va dire c'est un biais, hein, je pense que c'est un biais humain, ce besoin de me rassurer et de comprendre l'investissement dans lequel je fais. J'ai regardé du coup les vidéos, tout simplement. Et après, c'est même encore plus intéressant, c'est Après, moi, comme je suis un entrepreneur et que j'adore l'entrepreneuriat, c'est de la culture générale d'entrepreneuriat aussi, tu vois. J'ai trouvé les boîtes, comment elles fonctionnent, leur marché, là où elles se développent et tout. Donc ça m'a vraiment intéressé. C'est puissant en fait de savoir dans quoi tu investis. Tu vois, il y a vraiment un effet. Tu mets pas juste ton argent, tu sais dans quelle boîte tu la mets, et de savoir, ça va te rassurer aussi beaucoup parce que quand elle va baisser, tu vas pas juste te dire je comprends pas pourquoi ça baisse, qu'est-ce qui se passe. Tu vas savoir que voilà, quand tu as du Amazon et que tu vois Amazon qui baisse, tu dis ok, est-ce que Amazon va continuer de fonctionner? Oui, il va y avoir des gens qui vont continuer d'utiliser Amazon. Je crois en la société, donc je la garde.
Et c'est un peu le problème des fois avec les ETF, c'est que les gens perdent la notion, ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a dedans. Et donc, je me méfie un peu des fois des outils financiers comme ça où tout est mélangé et donc on ne fait plus trop gaffe à ce qu'on achète. Là, on comprend l'entreprise, on comprend quels sont les enjeux. Et pour autant, ce n'est pas très compliqué. C'est-à-dire que globalement, on regarde une fois la vidéo, on l'achète et on regarde ce qui se passe dans 10 ans. Voilà, est-ce que c'était un pari gagnant ou pas? Et il y a 80% des paris qui vont être gagnants. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça rassure de savoir en effet dans quoi investir. Et c'est un des trucs que les membres aiment le plus. Tu vois, ils me font beaucoup de retours là-dessus sur la qualité des analyses en détail à chaque fois des entreprises. Je vous ai mis, vous pourrez retrouver d'ailleurs juste ici les avis sur la formation. Donc voilà, si vous voulez vous renseigner un petit peu, voir ce qu'en pensent un petit peu les membres. On a vraiment des bons retours. Et en plus du coup de la formation et des vidéos d'analyse, je donne aussi des fichiers sheets sur lesquels on peut voir quelles sont les entreprises les plus intéressantes du moment. Et également, depuis pas longtemps, un espèce de forum ici où vous pouvez vous présenter, poser vos questions sur la bourse. Je suis aussi disponible, énormément disponible par chat. Donc, je peux voilà, répondre à toutes vos questions. Voilà, ici, on a un membre qui pose une question, justement, l'immobilier versus la bourse. Ici, on a un membre qui se présente. Ici, je vous présente la dernière action que j'ai trouvée qui est intéressante, qui est justement une entreprise industrielle avec 62 années d'augmentation de dividendes. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très constant et j'essaye de mettre beaucoup d'énergie dessus pour que les membres soient vraiment ravis de ce qui est proposé là-dessus. Et voilà, mon objectif, c'est que vous obteniez 10 fois plus que ce que la formation vous coûte, quoi. C'est vraiment l'objectif. Parce que comme on dit en anglais, I put my money where my mouth is. Ouais. Donc en français, ça ferait un truc du style je mets mon argent là où mes mots sont. C'est beaucoup moins sexy et beaucoup moins beau. Moi, je dis je mange ma propre soupe. Voilà, je mange ma propre soupe. Ben, moi aussi, je mange ma propre soupe. Mon objectif, du coup, c'est d'investir 100 000 dollars cette année, vous le savez, en bourse, en suivant, du coup, les conseils, la méthode de Roman. Ce qui m'a plu aussi, c'est que comme le pool d'actions est suffisamment large, j'ai acheté les actions qui sont recommandées par Roman, donc avec la méthode qui vous a expliqué rapidement. Et puis également des sociétés que j'aime bien. Genre, par exemple, j'ai acheté une boîte qui s'appelle Tencent. Qui, si vous avez joué au dernier jeu, on dirait LOL version Pokémon, là, vous regardez en bas dans les crédits, c'est écrit Tencent. Et c'est super cool aussi, tu vois, de pouvoir consommer des boîtes dans lesquelles tu achètes des actions. Et c'est top, tu vois. Moi, je suis un putain d'abonné Amazon Prime. Je crois en Amazon, tu vois. Je crois en Alibaba. Je vois que tu as du Netflix aussi. Alors, Netflix, c'est pas toi qui l'as recommandé, c'est mon petit perso. Ah ouais, ok. Non, mais c'est bien, tu vois. Il faut aussi savoir se faire plaisir. Et en effet, je pense que c'est important voilà. Moi, mon but, c'est aussi de faire découvrir des sociétés qui sont pas forcément connues et toutes les sociétés sont pas forcément tournées vers les consommateurs. Donc, tu peux pas investir que dans des sociétés que tu consommes parce qu'il y a des sociétés qui s'adressent aux professionnels. Ouais. Mais quand même, il y a plein d'entreprises qu'on peut connaître et ça nous rassure. On sait que voilà, on met son argent là-dedans, on sait que voilà, ça va pas disparaître. Si on est en plus consommateur, je pense qu'on a vraiment un avantage. On voit en fait la puissance de l'entreprise chaque jour qui passe. Donc moi je dis toujours, faut pas trop être biaisé parce que c'est comme un peu, tu sais, c'est comme un peu. Après non, faut pas tomber amoureux, mais justement voilà. Trouver le croisement. Moi, c'est ça. En fait, grosso modo, moi c'est très simple. Je suis, je m'éduque pas. Donc l'idée c'est je ne réfléchis pas. Je copie ce que toi tu fais. Mon seul écart, ça a été Netflix parce que, allez, petit tips, petit tips et tout. En gros, Netflix genre a pris une espèce de creux ou de cuve ou je sais pas quoi. Et visiblement, c'est pareil. Moi, je crois pour le coup en la version long terme. J'aurais aimé le faire sur un autre compte, mais comme j'avais pas d'autre compte, bon je l'ai mis là. Donc effectivement, c'est dans le même portefeuille, mais c'est le seul impair que j'ai fait. Sinon, c'est que des boîtes. Si tu veux, parce que tu peux créer plusieurs comptes sur Interactive Broker et donc tu peux séparer les stratégies si tu veux. C'est cool. Comme ça, effectivement, ça permet de diviser. Comme ça, tu peux t'amuser. Tu peux avoir justement un portefeuille un peu plus solide, enfin un peu plus valeur sûre, et puis un portefeuille un peu plus spéculatif où tu vas chercher. Après, moi, pour le coup, ma spéculation, je vais la chercher dans les cryptos. On aura l'occasion peut-être d'en reparler plus tard. Mais du coup, là, c'était vraiment copier, méthode Roman, dividendes. Bon, pas assez de dividendes à mon goût. Je crois que les entreprises que j'ai choisies doivent être les seuls qui ne donnent pas beaucoup de dividendes. Du coup, dis-nous, critique-moi, qu'est-ce que tu penses de mon implémentation de ta méthode et de ce que j'ai acheté? Bah écoute, ça me semble pas mal du tout. C'est des actions que j'ai analysées en détail et que je trouve très bien. Et je vois que tu as réparti le capital en fonction de
différents niveaux. Tu vois, tu n'as pas forcément mis le même montant. Moi, je recommande de mettre des munitions et donc de mettre un petit peu plus dans les actions sur lesquelles tu crois un peu plus. Donc, de biaiser le portefeuille vers soit celles qui sont le plus en réduction en ce moment ou celles qui ont la meilleure qualité estimée. Donc là, j'ai aussi pas mal de critères sur la qualité, mais je donne une note Alors oui, pour le coup, 0 c'est pas étoile moi à qui ai 3 choisi, étoiles. hein, les amis. Hein. C'est pas moi qui ai choisi. Roman a un système très simple. En gros, si les boîtes, elles sont en vert, c'est x3, je crois. x3, le nombre d'étoiles que Roman va donner en termes de notes. Et donc, en gros, voilà, une cartouche, vous définissez la montant, l'unité de votre cartouche. Donc, moi, pour le coup, c'est 1 000 $ par cartouche. Et si du coup la société est en vert sur le tableau récap que Roman nous donne, hein, bien évidemment, ne cherchez pas du vert sur mon tableau. Donc si la société est en vert et par exemple qu'elle a 3 étoiles, c'est le bon moment, c'est le bon timing pour acheter. Tu peux dépenser jusqu'à 9 cartouches sur cette société. Bah, typiquement, c'est ce que j'ai fait sur Amazon, par exemple. Ouais, typiquement, c'est ça. C'est qu'essayer de mettre un peu plus d'argent sur celles qui sont un peu le mieux notées. Et après, les dividendes, c'est aussi ce que je propose. C'est-à-dire que j'essaie de proposer des actions qui sont plus rapides, qui vont développer plus rapidement leurs bénéfices, mais qui à l'heure actuelle ne versent pas forcément beaucoup de dividendes. Donc Amazon ne verse pas de dividendes, mais peut-être qu'elle se mettra à en verser un bientôt. Pareil, Lowe's verse un dividende qui est assez petit, mais qui a une forte croissance. Donc voilà, l'idée, c'est de varier un petit peu ces actions, soit qui n'ont pas de dividendes, soit qui ont un dividende assez faible, avec au contraire des actions qui versent des gros dividendes, et ça vous permet d'avoir un peu le meilleur des deux mondes et de justement calibrer un petit peu les dividendes en fonction de ce que vous voulez. Donc si vous voulez plus d'actions à dividendes parce que vous voulez tout de suite vivre de votre portefeuille, je sais pas, vous avez peut-être 40 ans, 50 ans, vous voulez tout de suite vivre de votre portefeuille, vous pouvez le faire. Et au contraire, si vous souhaitez voilà, vraiment avoir maxi croissance et vraiment plutôt viser sur le long terme et faire beaucoup mieux que le marché, ben, je conseille plutôt des actions rapides, quoi, du type voilà, comme ce que tu as là, Amazon, Malibu, vraiment excellent, quoi. Et qu'est-ce qu'on en pense de, par exemple, moins 1 280 $ sur un investissement à 6 800 quand je l'ai acheté. Ça fait mal au ventre. Alibaba qui s'est pété la gueule, par exemple. Comment est-ce que toi, tu vois ça? Comment est-ce que tu analyses ça? Écoute, moi, alors Baba, il y a un cas un peu particulier. C'est bien que tu me poses la question parce que c'est une action justement qui a beaucoup chuté. Et c'est pas pour des raisons. C'est la seule qui a fait une grosse variation. Ah non, on a Lowe's qui nous a payé plus 700 aussi. Ouais. Bon, alors, moi, je dis toujours, voilà, tu vois, ce tableau, il est intéressant, mais tu vois, regarde, ça bouge en direct, c'est assez stressant et je recommande de pas trop passer le temps là-dessus. Parce que le problème, c'est que si tu regardes, en fait, tu vas trop regarder sur qu'est-ce qui s'est passé les deux. Voilà, tu vois, c'est des investissements assez récents sur les 2-3 derniers mois. Moi, je recommande vraiment de prendre du recul et de regarder surtout les dividendes qu'on perçoit et plutôt regarder la performance de manière voilà, annualisée ou sur le long terme parce que ça mettra du temps avant que les entreprises rejoignent leurs fondamentaux. Surtout qu'on achète des entreprises qui, justement, ont un momentum, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un sentiment un peu négatif à l'heure actuelle. Et Baba est un peu la quintessence de ça. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de problèmes avec le gouvernement chinois. On s'est dit, ouais, ils veulent complètement stopper l'entreprise. Ils vont empêcher les investisseurs. Ils ont capturé notre gars. Ils ont capturé Jack Ma. Ils vont empêcher les investisseurs étrangers d'investir dedans. Et donc, il y a tout ce sentiment négatif qui a fait vraiment baisser l'action. Si bien qu'aujourd'hui, Baba se vend, je crois, 16 ou 17 fois ses profits. C'est incroyable pour une entreprise qui a une telle croissance de prévu. Donc, je pense que c'est une opportunité. Après, attention, on ne sait jamais. Peut-être que ces choses qui sont en train d'être dites seront vraies. Dans la majorité des cas, je pense qu'il y a de fortes chances que ça ne soit pas le cas. Mais évidemment, on investit, on prend un pari, mais on calibre évidemment son investissement en fonction de la confiance qu'on a sur le fait que Baba parviendra à faire de la croissance. Moi, je pense tout de même que c'est une des plus grosses réussites chinoises de ces 10 dernières années. Les clients, le business se porte extrêmement bien. Les résultats, tout est ouvert sur les critères. Donc, la seule chose qui pourrait vraiment empêcher l'entreprise, c'est en effet si le gouvernement chinois disait stop, tu n'as plus le droit de grandir. Ça me semble à nouveau peu probable, sachant que le gouvernement chinois a quand même envie d'avoir justement cette domination, avoir des sociétés Internet puissantes. Donc pour moi, c'est intéressant. Dans la sélection Trident, je limite quand même l'exposition à la Chine, mais je pense que c'est une exposition qui est intéressante à avoir parce que les prix actuels sont assez incroyables, quoi. Ils sont hyper intéressants, quoi. Tu penses que c'est les soldes côté Alibaba, quoi. Il faut en profiter. Côté Alibaba, je crois vraiment aux soldes et je pense que voilà, sur 10 ans, on verra qui avait raison. Hein, c'est toujours pareil, on verra sur 10 ans. Bien sûr. Même si c'est. Voilà, faut pas oublier que là, on a le graphe, par exemple, entre mai et octobre aujourd'hui. Mais moi, l'objectif, c'est de laisser ça dormir 10 ans et que dans 10 ans, on voit des petits millions là qui s'affichent en haut à droite et c'est le seul intérêt. Hein. Et les dividendes que tu vas recevoir aussi dans ton portefeuille. Alors, les dividendes, on peut les voir ici, logiquement. Accueil, dividendes, voilà. Donc là, vous voyez l'argent qui tombe. Ça, c'est les dividendes qui sont en attente. Donc, ce n'est pas forcément les dividendes que tu vas recevoir sur tout le mois, mais c'est les dividendes qui sont justement en attente d'être payés. Et ensuite, tu les retrouves dans ton portefeuille directement sur ta trésorerie. Alors, portefeuille. Si tu vas dans portefeuille position.
Portefeuille position et tout en Ouais, bas. tu descends en bas, tu vois, là, tu as 155 $. Donc, il y a sûrement une grosse partie de ça qui est du dividende. Ok. C'est déposé directement là-dessus. Et après, tu peux les retirer ou tu peux les réinvestir. Donc, c'est vraiment très pratique. Et ben voilà, ben merci d'avoir critiqué mon petit portefeuille en direct. Là, il est repassé dans le vert. Ça fait plaisir quand même, on va pas se mentir. C'est mieux quand c'est dans le vert que dans le rouge. Voilà, moi je suis très content en tout cas d'avoir suivi tes conseils, tes recommandations, d'avoir appliqué ta méthode. Je m'étais dit que j'allais aller jusqu'à 100 000 et puis mettre 100 000 sur le SP500. Mais depuis la démonstration de l'explication du coût d'achat du SP500, je vous confirme que non. Et donc, à mon avis, je vais finir mon objectif à 100 et puis je repartirai peut-être sur un objectif à investissement 100 000. Alors, effectivement, le Enzo d'il y a 4 ans, 5 ans maintenant, qui s'est lancé, trouverait ça très présomptueux, voire impossible. Un mec qui raconte qu'il investit 100 000 euros dans la bourse et le trading. J'ai mangé mon pain noir, les amis. Hein. Je suis parti de rien, j'ai grandi sans rien. Je viens pas d'une famille où il y a de la thune. Et ça me fait très plaisir aujourd'hui de pouvoir vous partager ça, c'est-à-dire de façon transparente, un cas d'investissement où un petit gars qui vient de nulle part, même deux petits gars qui viennent de nulle part, vous racontent qu'avec du travail, avec du temps, avec les claques aussi qui ont été prises, avec les mauvaises ventes qui ont été faites au mauvais moment, au bout d'un moment, on arrive à construire quelque chose qui, sur le long terme, construit de la solidité, apporte de la sérénité financière et crée une vraie liberté financière. Voilà. Ouais. Bravo à toi, J'espère franchement, que ça d'avoir vous a mis, plu. autant d'argent aussi rapidement, d'être passé à l'action massivement comme ça. Je pense que voilà, le Enzo dans 10 ans, je pense, remerciera beaucoup le Enzo d'aujourd'hui. Tu vois, c'est ça qu'il veut se dire. C'est effectivement ce volume d'action. C'est ce truc que j'aime beaucoup d'un point de vue dev perso, d'un point de vue business. C'est quelle est l'action que tu peux mettre en place aujourd'hui que ton futur toi te remerciera, Ouais. que ton futur toi te C'est une très bonne dira question. putain, bien joué quoi. Ça, c'était smart ça. Et donc voilà, c'est la séance de sport, c'est dans tes relations humaines parfois. Est-ce que si là maintenant tout de suite je l'insulte de grosse connasse, est-ce que mon futur moi sera content de cette action? Ouais, c'est ça, et c'est beaucoup, j'en parle beaucoup dans la semaine 2, tu vois, de la formation justement sur la gestion des émotions. Un bon investisseur, c'est quelqu'un qui est capable justement de gérer ses émotions et de pas se laisser influencer justement par les émotions négatives à un moment, un jour ou l'autre. C'est pas c'est pas si, c'est quand tu auras une prochaine crise. Il y aura la une dans les journaux, tout le monde dira c'est la fin du capitalisme, toutes les boîtes vont s'écrouler. Et en effet, peut-être que certaines boîtes vont perdre des profits, un petit peu comme ce qui s'est passé avec la Covid, mais voilà, de manière générale, l'économie continuera de bien se porter et c'est là qu'il faut être fort mentalement et de pas justement de vendre ses actions à ce moment-là, au contraire en racheter. Et malheureusement, ce qu'on constate et c'est pour ça que je vous disais que les investisseurs moyens ont une espérance de gain positive mais assez faible, 2-3%. C'est principalement pour ça, c'est parce qu'ils achètent quand tout le monde achète et ils vendent quand tout le monde vend. Ouais. Donc là, en ce moment, c'est l'euphorie parce que ça monte et puis parce qu'il y a crypto, il y a plein de trucs, tout le monde achète. Et moi, je dis rendez-vous dans 2-3 ans. À mon avis, là, ça sera tout le monde tirera à la tête et c'est là qu'il faudra avoir du cash et investir. C'est là qu'on fait vraiment les meilleures affaires. C'est là qu'on se fera plaisir et qu'on récupérera et qu'on achètera au meilleur moment. Les amis, si vous voulez prendre une habitude qui va changer votre vie, vous apporter la sérénité et vous rendre riche sur le long terme, le lien est dans la description juste en dessous. C'est simple. Yes. C'est simple. C'est pas facile, mais c'est simple. Il vous suffit de prendre un petit peu d'argent tous les mois, de le placer, de suivre les bons conseils de Roman, de comprendre cette philosophie, cet état d'esprit d'investisseur qui s'enrichit un petit peu plus tous les jours pour transformer votre vie. Le lien est juste en dessous. Bien évidemment, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouvera dans la formation. Merci Roman d'être venu partager. Enzo, je précise juste avant de terminer qu'il y a une garantie aussi, évidemment, satisfait remboursé de 60 jours, je crois. Donc moi, voilà, je veux que des clients ultra satisfaits, à nouveau 10 fois plus de valeur que le prix de la formation. Donc, si vous avez le moins de soucis, voilà, je suis dispo par chat pour vous aider, etc. Et si la formation ne vous convainc pas, pour peu importe la raison, que finalement vous décidez que vous préférez investir dans les cryptos ou autre chose, ou dans un tracker, etc., il n'y a vraiment pas de souci. Moi, le but, c'est d'avoir vraiment des clients satisfaits. Donc, voilà, vous n'avez aucun risque à tester la formation et ça sera avec grand plaisir de vous accueillir dans la famille Trident. Allez. Eh bien, les amis, rendez-vous du coup dans la méthode Trident. Le lien est juste en dessous. Merci à toi, Roman, d'être venu prendre du temps avec nous, de nous partager tes erreurs, tes succès et les gros shifts
qui ont changé ta santé financière et ta santé mentale aussi. Et au plaisir de te retrouver sur une interview beaucoup plus en profondeur sur ton parcours dans le business. Ça sera avec grand plaisir. Merci Enzo. Et j'espère que les gens ont apprécié la vidéo. Je pense qu'on a partagé beaucoup de choses en 1h30 et j'espère qu'ils pourront en tirer des choses intéressantes et j'espère que ça pourra créer certains déclics comme ça a été le cas pour nous. Tu vois, on l'a eu et je pense qu'on l'a eu presque un peu tard et on se dit, si Enzo ou Roman de 20 ans pouvaient entendre ce message et que ça fasse une différence, ça serait très cool. 100%. 100%. Merci à toi, Roman. Merci à vous, les amis. Merci laissez à un vous, like, ciao. abonnez-vous, laissez des commentaires, bien évidemment. Et surtout, inscrivez-vous à la méthode Trident si vous voulez prendre des habitudes qui changent votre santé financière. Ciao tout le monde. À bientôt. Ciao.